Est-ce que le niveau sonore est bon, même pour les derniers rangs? Parfait. Ça c'est bien, un public réactif, c'est pas courant. Très bien. Est-ce que c'est spécifique aux paysagistes? Ça y est, vous me lancez déjà sur cette question à la fois délicate et passionnante. On est en tout cas ravis qu'il n'y ait pas que des paysagistes dans l'Assemblée. Il y en a beaucoup en nombre, c'est important et merci beaucoup. Mais il n'y a pas que ça, et donc je pense que c'est un des combats qu'on mène dans cette école, c'est d'essayer de dépasser certaines barrières, certaines limites, certaines défiances aussi. Il faut pas. Je suis pas pour mettre la poussière sous le tapis et ne pas parler des questions qui peuvent opposer, diviser, mais en même temps, je suis pour qu'on les aborde avec franchise, bienveillance, respect, et je pense qu'il y a sans doute moins de distance qu'on croit entre les deux, et entre autres, si je me sers, c'est le cas de le dire, du titre de la conférence d'aujourd'hui, et je remercie donc Alain Frétet de sa venue, et c'est sa première conférence à l'école d'architecture et de paysage de Lille, donc c'est pas rien. C'est son baptême du feu ici à Lille, et donc il faut que vous le fassiez sentir qu'il y a du répondant. Et donc, cette question qu'il pose, ou cette thématique qu'il va évoquer dans sa conférence, de servir la beauté des sites par la sobriété des aménagements, je pense que c'est une question, et peut-être de plus en plus aujourd'hui pour des architectes qui interviennent sur du bâti existant, qui doivent transformer, rénover, restaurer, c'est une question cruciale pour les architectes aussi. Donc les architectes ne sont plus, et je ne suis pas là pour défendre quoi que ce soit, mais pour quand même tendre peut-être à chaque occasion où c'est possible de montrer les points communs qu'il y a entre les deux. Mais aujourd'hui, l'attitude des architectes, elle est aussi de se servir de l'existant, d'être peut-être plus à l'écoute du contexte et des choses telles qu'elles sont. Et donc, je pense qu'on est pour ça à un moment particulièrement positif, particulièrement bienvenu pour renforcer la spécificité de notre école. Je pense qu'on ne dit pas assez que ce mix archi-paysage et urbanisme, c'est pour moi vraiment l'école des design, je vais prendre ce terme un peu vague, mais en même temps qui dit pas mal de choses, de demain. Et je pense qu'on est, pour ça, vous avez de la chance d'être dans une école qui met en œuvre, plus que d'ailleurs dans beaucoup d'autres écoles, ce mariage, toujours facile, entre architecture, paysage et urbanisme. Et donc voilà, juste un petit message d'accueil et profiter de cette occasion d'une, j'espère, très belle, et j'en suis certain, belle conférence, pour reparler des liens, plutôt que chaque fois tous essayer de redéfinir les caractères disciplinaires, le caractère presque exclusif alors de chacune de nos matières. Non, elles ont énormément en commun, elles ont des différences, et c'est ça qui est intéressant, c'est de tenter de travailler sur et ces points communs et ces différences. Et donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Est-ce que Caroline, tu veux dire un petit mot et remercier aussi nos partenaires? On a des partenaires extérieurs, c'est aussi ça la vocation des conférences. C'est évidemment d'abord de servir les étudiants, de servir le corps professoral de l'école, mais c'est aussi de pouvoir conforter des liens, des partenariats avec toute une série d'acteurs semi-extérieurs et à l'école et à la discipline du paysage, en l'occurrence ce soir, dont les personnes avec lesquelles Caroline travaille sur des ateliers publics de paysage. Donc merci aussi à eux, à elles, d'être là. C'est vraiment important que l'on puisse, à l'occasion de conférences comme celle-ci, croiser des univers très différents. Merci beaucoup. Merci Pablo, mais du coup tu as quasiment tout dit, ce que j'avais préparé, c'est-à-dire en effet de contextualiser cette conférence de ce soir. Elle est issue d'un programme qui est lié à l'atelier public de paysage, cette année sur le label Grand Site, l'extension du label Grand Site des deux CAP, avec donc ce partenariat avec le PNR Cap et Marais d'Opale qui finance donc l'atelier public et donc de ce fait qui finance la conférence de ce soir. Donc, je les remercie
pour ce partenariat. Et puis, pourquoi Alain Frétet? En effet, au démarrage, je t'avais contacté pour te rencontrer sur le site, puisque notre première semaine s'est déroulée sur le site avec vraiment une grande variété d'interventions, de présentations, à la fois de partenaires locaux, mais aussi plus éloignés, comme Bertrand Folléa, qui est aussi venu nous parler, lui, de sa vision de ce genre de démarche. Et bien entendu, Alain, tu es apparu comme une personne qui est un repère très identifié sur le label Grand Site, et également sur tes fonctions au sein du Conservatoire du Littoral. Comme tu n'étais pas disponible cette semaine-là sur le terrain, finalement, on a opté pour une conférence. Et finalement, ça fait pas mal d'heureux, je pense, parce que sinon, c'était 10 étudiants. Et là, maintenant, c'est multiplié par 10. Voilà. Je te laisse te présenter par là. Merci. C'est bon, j'ai le micro là. C'est bon. Donc effectivement, je suis très touché là d'intervenir dans le cadre de cette mission qui est confiée par le parc dans le cadre du Grand Site de France. Moi, je suis installé en libéral, hein, donc j'ai des chantiers, mais je suis aussi paysagiste conseil pour le réseau des Grands Sites de France. Alors ça, c'est une mission assez extraordinaire parce que je suis obligé d'aller me balader dans les plus beaux sites de France. Ça, c'est donc c'est à chaque fois la dune du Pilat, Bonifacio et le Cap Fréhel, dont on verra un film. Le Cap Fréhel, il est un peu particulier parce qu'il est à la fois donc grand site de France, hein, et il est également donc grandement propriété du Conservatoire du Littoral. Donc on croise vraiment parce que je suis aussi paysagiste conseil du Conservatoire du Littoral sur la Corse et Centre-Atlantique. Alors c'est des missions un peu particulières qui sont des marchés à bon de commande. Donc ça c'est vraiment extrêmement intéressant parce que à chaque fois on avait pris l'habitude de travailler avec les gens du conservatoire, puis ils voulaient retravailler avec moi, donc on était obligé de faire un nouvel appel d'offres, mais qui était quand même assez orienté pour que je puisse l'avoir. Enfin, donc les copains qui répondaient, il y a un truc à un moment, alors dans l'appel d'offres c'est quand même, ils demandaient qu'il y ait des moustaches et tout, enfin donc c'était assez cadré, donc non. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est dans l'exercice libéral d'avoir ces missions de conseil qui sont en fait des assistances à maîtrise d'ouvrage, c'est vraiment des missions extrêmement intéressantes. Alors ça n'empêche que à côté, la mission qui va jusqu'au chantier est absolument indispensable, puis elle est vivifiante, elle est vraiment formidable. Progressivement, travaillant avec des grands sites et les sites du conservatoire, du coup, j'ai glissé vraiment sur un travail et dans le milieu rural et sur l'espace naturel. Je travaille plus en ville. La ville, j'aime bien, mais ça me fatigue, quoi. Et vraiment, là où je me ressource, c'est quand voilà, je me retrouve en pleine nature. Je suis issu d'une famille naturaliste. Mon frère a longtemps été en charge de tout le patrimoine arboré de l'île et certains ont travaillé avec lui. Donc voilà, et c'est vrai que ce travail sur les milieux naturels, on a l'impression que ça va un peu de soi. C'est beau, c'est naturel, donc finalement il n'y a pas grand-chose à faire, mais pas du tout. On a besoin réellement là de concepteurs et de paysagistes. Et on se rend compte que très souvent, ces sites sont classés au titre de la loi de 30, donc il y a les inspecteurs des sites, les ABF. Et là, il y a tout un cortège de gens qui vont vraiment vers des projets qui servent le paysage, qui servent le site, qui sont vraiment au service du site. Et dès qu'on dit ça, on se retrouve dans une situation où le projet d'aménagement, en fait, il n'est pas très intéressant, quoi. Et plus il est discret, voire invisible, mieux on se porte. C'est-à-dire que dans ces sites-là, on a réellement réussi notre projet quand il ne se voit pas. Alors c'est un peu particulier parce que voilà, il n'y a pas d'affichage. J'ai des collègues paysagistes qui ne sont pas dit on fait même pas le même métier. Moi, il faut que ça se voit, faut que ça. Non. Là, on est vraiment. C'est comme un architecte devant un bâtiment historique. Il va essayer de le restaurer, mais voilà, il ne faut pas que ça se voit. Enfin, donc c'est un travail sur la patine, c'est un travail sur des reprises de maçonnerie, enfin tout en douceur. On est dans cette douceur. J'ai beaucoup de travail. J'ai énormément de commandes. Enfin là, c'est plein sur un an. Enfin,
Et pourtant, j'ai décidé de travailler tout seul. C'est-à-dire, j'ai pas d'agence. Et ça, je m'en félicite tous les jours, en fait. Parce que je travaille avec d'autres paysagistes, des jeunes paysagistes, je travaille avec des architectes, des urbanistes, des écologues, et à chaque fois, on s'associe en groupement. Du coup, je ne subis pas, en fait, la pression de l'agence, où il faut trouver du boulot, où il y a un rapport hiérarchique. Il y a des agences, c'est très, très pyramidal, hein. Il y a le chef, là, comme ça, puis après, il donne ses ordres, puis voilà. Et ça, en fait, ça introduit finalement une relation entre les gens qui, parfois, est un peu fatigante. Et je vois des étudiants qui reviennent de quelques années d'agence, mais ils sont épuisés. Parfois, burn-out au bord du suicide. Enfin, voilà, l'agence a quelque chose d'un peu dangereux quand même quand c'est voilà, elle est. Donc faites attention de ne pas servir de chair à canon à des agences trop hiérarchiques. Et ben dites-vous peut-être que s'installer tout de suite à son compte, travailler en collectif, faire le pas de côté qui fait que tiens j'aime bien la plongée sous-marine, bah, du coup puis j'ai essayé de faire la relation entre paysage et plongée sous-marine. Et effectivement, j'ai des projets de sentiers sous-marins, par exemple, où je travaille sur le paysage sous-marin. J'ai encadré un diplôme à l'école du paysage de Maxime Aubinet, qui aujourd'hui, à la moitié de son boulot, c'est le paysage sous-marin, qui est en train de naître. C'est un concept un peu particulier. Est-ce que c'est vraiment un paysage? On ne voit pas loin, il n'y a pas d'horizon. Enfin, et donc là, on se pose pas mal de questions. Donc, le fait d'être comme ça, installé à son compte, permet aussi de ne pas être pressurisé sur des projets. Enfin, voilà. C'est une hypothèse. Après, il y a des agences avec qui ça se passe très bien. Enfin, donc, c'est pas non plus tout blanc, tout noir. Mais voilà, il y a cette perspective. Et finalement, pourquoi je suis tout seul? Ben, c'est que dans les étapes de la démarche paysagère, il n'y a aucune étape que je ne voudrais ne pas faire. La première étape de la démarche, c'est aller sur le terrain. Puis y aller le plus neuf possible. C'est-à-dire ne pas trop plonger dans la commande, dans le programme. Ça, c'est ce que je faisais avant. J'ai fait quelques projets routiers, et puis on me donnait le tracé routier, puis alors là, j'étais là à me dire « Ah ouais, zut, la route, elle va passer par là. Ah oui, donc cet arbre va être coupé, là, le ballon, il va être éteint. » Et je n'étais finalement que dans la réaction à un projet déjà préétabli. Ah non, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il faut aller sur le terrain en oubliant complètement pourquoi. Et là, il y a un vallon magnifique. Enfin, et on n'est pas sous la pression d'un projet préétabli qu'on aura du mal à faire bouger. Par contre, si on s'emplit de ce vallon, et si on le décrit avec émotion, qu'on dit aux maires, mais écoutez, un vallon comme ça, il ne peut pas être emblayé. Là. Et ben là, on a une puissance et une force pour déplacer le fuseau, faire bouger les choses. Si on prend les éléments programme trop au pied de la lettre, en fait, on fait du joli. Mais nous, on ne fait pas du joli, on fait du beau. Et le beau, c'est un pas de côté, une ampleur d'appréhension du monde qui fait qu'il faut d'abord être dans cette reconnaissance sensible. Et cette reconnaissance sensible, en fait, j'aime bien d'abord la faire seule. C'est fou comme on papote. C'est incroyable, quoi. Dès qu'on est sur le terrain, et comme ça, et t'as vu quoi comme film et tout, enfin, des fois, ça n'a rien à voir avec le site. Il y a un moment, la reconnaissance en solo, où j'ai mon carnet de croquis. Alors là, de toute façon, dans ces moments-là, le croquis est une arme absolue. C'est une arme de persuasion massive. Alors je m'en sers souvent parce que je me place toujours à dessiner à côté d'un sentier, par exemple. Et puis, je fais exprès de dessiner un peu sur le côté, et puis les gens s'arrêtent, et ça y est. Et là, il se passe des choses, et sans aller sur une enquête, ça me permet de rencontrer les choses. On s'imprègne. Et puis, un dessin permet vraiment de se plonger dans le site. Donc, j'espère que vous dessinez. Lâchez jamais le croquis, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants que je rencontre après 3-4 ans d'exercice. Ah ben non, nous, on est sur AutoCAD. Mais AutoCAD n'est pas une fatalité. AutoCAD, voilà, c'est un outil. Moi, j'ai pas AutoCAD, je fais des projets à 1 million d'euros, ça marche. Je bricole. Moi, vraiment, hein, c'est-à-dire, je suis au calque, je fais mes agrandissements en photo, de photo aérienne au 500e. Je ne demande pas de plan de géomètre. Je fais mes relevés moi-même. J'ai rarement un bureau d'études techniques. Voilà. Et ben, ça permet d'être au contact. Donc, cette reconnaissance sensible, indispensable. Elle doit se faire à pied. Donc c'est seul et à pied.
Même le vélo va trop vite. La voiture, on n'en parle pas, on voit rien dans une voiture. Si la reconnaissance c'est je m'arrête, je prends la photo à travers la vitre, c'est pas une reconnaissance sensible. On n'a rien vu du paysage. Le paysage doit vraiment se percevoir et se ressentir par tous les sens, et pas simplement par la vue. C'est là que ce terme de sensible et de sens est vraiment important. Si on n'en est qu'à la vue, bien sûr, c'est important, mais il y a aussi l'appréhension du corps dans le paysage. C'est-à-dire que une reconnaissance, c'est un trajet. On va d'un point à l'autre. On descend la vallée, on remonte. Ah, c'est difficile, j'ai mal aux pattes. Ça. Et là, j'arrive là. Et puis, derrière, je vois de la lumière et d'un seul coup, waouh. Là, il y a un panorama. Cet effet waouh. Si je suis le nez sur la carte, par exemple, je l'ai pas, ça. C'est l'effet de surprise qui va rester dans la tête et sur lequel on va capitaliser en faisant mention à un élu de la valeur de ces paysages. En fait, c'est parce qu'il y a cette découverte. On part en exploration. Alors c'est compliqué dans les appels d'offres parce que quand on répond, voilà, il y a 3 jours de reconnaissance sensible. Un maire il dit mais vous faites quoi là pendant ces 3 jours? Oh je me balade. Ah oui d'accord, donc je vous paye à 600 € de la journée pour vous balader pendant 3 jours. Oui. Et là voilà il faut tenir, dire c'est indispensable. Notre socle c'est un socle du sensible. C'est un socle qui va permettre d'appréhender l'espace dans ce qu'il a de plus harmonieux, de filer de droite, de gauche. Et très souvent, et c'est encore arrivé là depuis lundi, je suis sur Caen, sur l'estuaire de l'Orne, et on s'est baladé, et le maire me dit « Ah ben vous m'avez fait découvrir des lieux, j'étais jamais venu. » Ah ouais, et puis alors les phoques, je savais pas qu'ils étaient là, si près. Enfin, et d'un seul coup, le fait d'être là et puis de permettre à des gens qui habitent pourtant sur place de découvrir avec un œil neuf leur propre territoire, c'est énorme. Mais à partir de là, le projet, il s'impose comme étant effectivement extrêmement précautionneux par rapport à l'existant. Et la sobriété, le fait vraiment de travailler avec ce qui est, devient tout à fait évident. Donc ça, c'est cette première étape, la reconnaissance sensible, que l'on fait très souvent, dans un deuxième temps, après y avoir été seul, en groupe. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que là, par exemple, sur la pointe du siège, sur l'estuaire de l'Orne, donc lundi matin, j'ai fait ma reconnaissance tout seul, et dès l'après-midi, on était 15. Donc il y avait 2 élus, il y avait les techniciens, il y avait le port autonome, il y avait bien sûr le conservatoire puisque c'est eux qui nous appellent là. On avait également donc des gens du CAE. Enfin, donc voilà, une quinzaine de personnes. Et là, ça se balade. On a un parcours assez clair, mais voilà, on est parti à 14h, on est rentré à 18h, quoi. Donc on a pris du temps. Souvent même, c'est le sandwich dans le dos, et puis voilà, prenez du temps. C'est-à-dire, dès qu'on est trop pressé, on n'a pas le temps. Et qu'est-ce qu'on a fait là? On a déjà fait du projet. Surtout que là, on était déjà à se dire, le stationnement en plein milieu là, de la pointe, c'est pas possible, quoi. Donc là, il faut le reculer. Donc on peut le mettre où tiens, il y a des réseaux, ils servent plus à rien, parce qu'il y avait un lotissement qui a été détruit par le conservatoire. Donc, allez, on enlève. Et donc on voit qu'on commence petite touche par petite touche, à aller vers le projet. On n'est pas du tout dans le plan masse et le grand geste. Ça, à la limite, on s'en fout. Il y a quand même un danger de cette espèce d'esthétisation du plan qui fait que on fait des grands gestes. On ne sait pas trop sur quoi on appuie le trait de crayon. Et souvent, c'est n'importe quoi. Parce que quand on est sur le site, on dit... oui, là, faire un alignement ou un mur ici, non, ça n'a pas de sens. Parce que de toute façon, il y a un vieux mur qui part ici, c'était une vieille digue. L'attention vraiment aux choses. Et surtout, passer du temps sur site et aller doucement vers le projet. Donc après cette reconnaissance sensible, mais dont on voit qu'elle passe doucement quand même vers des éléments de projet, on a la phase d'analyse. Parce que, bien sûr, on est frappé par l'émotion qui nous prend quand on découvre un site, mais il va falloir quand même apprendre ce que c'est que ce site. Et là, la rencontre avec des spécialistes de la géomorphologie, des spécialistes de l'histoire, de l'archéologie, c'est passionnant. Là, j'étais en Martinique il n'y a pas longtemps sur le grand site, donc Grand'Anse-les-Salines.
Bon, un site fabuleux, hein, la plage, les cocotiers, enfin tout ça. On se dit, tiens, je suis en train de travailler, je me pince. Et là, ça a été fabuleux, parce qu'il y avait un ancien garde du littoral qui nous racontait comment sa grand-mère prenait le bateau pour aller ravitailler le gardien de phare qui était là. Enfin, des choses absolument incroyables. Cette pierre qui servait à s'asseoir, enfin, quand on attendait, quand on voyait passer le bateau, mais d'un seul coup, cette pierre, elle devient un élément important, un motif qu'il va falloir prendre en compte. Si on n'est pas là à rester suffisamment longtemps pour que les gens nous racontent ça, ben on passe à côté de beaucoup, beaucoup de choses. C'est incroyable comme l'espace est maillé de petits lieux d'histoire, de mémoire, et on a quand même une responsabilité importante, c'est que ce maillage de ces lieux et de ces mémoires doit être quand même pris en compte, pas obligatoirement conservé. Peut-être que le projet nécessitera de déplacer la pierre, peut-être on la passera à autre part. Enfin, ça ne veut pas dire une attitude fixiste où on va reproduire. Quand il faut faire comme sur Grand'Anse et Saline, 500 places de stationnement, bon, bah, c'est un truc un peu lourd, quoi. Donc, quand on est soumis à la montée des eaux parce que ça grignote, qu'il va falloir déplacer la piste, là, mais on le fait en conséquence. Donc, se dire que c'est pas moi qui vais rencontrer ces spécialistes, c'est pas moi qui vais passer du temps avec ces gens, parce que c'est ces moments-là où on nous explique. Il y avait un prof de l'université de Pointe-à-Pitre de Martinique, là, qui nous expliquait la géomorphologie, le fait que là, on était sur le vieux volcan, que le vieux volcan avait pété, avait figé des troncs d'arbres, et qui ensuite, par la montée de silice, avait silicifié, et d'ailleurs, ça s'appelle la savane des pétrifications. Oh, magnifique. Et c'est vrai qu'on voit des bouts de pierre qui ont des formes d'arbres qui ont vécu il y a 20 000 ans. Donc des choses assez incroyables. Et cette parole qui nous a été donnée sur site, c'est pas voilà, c'est pas une conférence, non, c'est vraiment sur les lieux. Tiens, je vais vous montrer ça. Enfin, d'un seul coup, on voit là se dessiner le territoire complètement autrement. Donc là, il y a vraiment une puissance dans ce dialogue que jamais je laisserai à quelqu'un d'autre faire. Enfin, ces moments, puis après on va au resto ensemble, on commence à discuter, ouais, demain je vous emmène en bateau, parce que c'est vraiment, ouais, super, bateau. Enfin, le plaisir qu'on a à faire ce métier est incroyable, quoi. Et ce plaisir est communicatif. C'est parce que vous aurez cette voilà, capacité à rendre compte de l'énergie et du plaisir que vous aurez éprouvé à être en paysage, que finalement, il y a une confiance qui commence à s'établir avec les élus. Ah oui, il a perçu le paysage, il y est attaché. Ah ben ça, lui, je vais l'écouter, là. Ouais, ça m'intéresse. Et notamment avec les maires, c'est incroyable, quoi. Comment il y a une adhésion à partir du moment où il y a ce dialogue. Très souvent, alors notamment en milieu rural, ce qui me revient, toujours, me dit, oh, c'est bien parce que vous, en fait, vous écoutez, parce que quand j'arrive, Grand Prix du paysage, arrivant de Versailles, un Versaillais qui arrive. Alors là, du coup, il faut complètement inverser les choses et puis se dire non, mais on est là pour vous écouter. Alors souvent, il y a un truc à ce moment-là d'analyse et de reconnaissance, c'est on sort la carte et on dit et là, vous l'appelez comment ce lieu-là? Ah oui, alors c'est pas la savane des pétrifications, mais il y avait une ancienne cocoterie, et pour nous, c'est resté il n'y a plus aucun cocotier, là, mais c'est resté la cocoterie. Ah très bien, je note cocoterie. Et c'est des noms qui sont pas obligatoirement sur la carte IGN. Et cette récolte des noms met les gens dans, finalement, une attitude de dialogue. Et très souvent, je mets la carte par terre, et puis je me mets comme ça par terre, et je regarde les gens de haut. Ça, c'est très très bien. Parce que d'un seul coup, tout le monde est autour. Et puis, voilà, les gens ne sont pas dominés par l'expert qui vient de Paris, enfin comme ça. Mais il y a une situation où, voilà, on est en situation d'écoute. Je parle de ça parce que très souvent, la position qu'on prend, par exemple ici, là, je suis tout seul, vous êtes là, parfait. Donc là, c'est très doctoral, quoi. C'est exactement l'inverse qu'il faut essayer de rechercher quand on est sur le site. Et quand on marche, en fait, on se rend compte que la parole est égale. Ça, c'est incroyable. Quand on est en conseil municipal, par exemple. Alors, il y a le maire qui est là, puis il va distribuer, vous pouvez prendre, voilà, vous, maintenant à vous, puis c'est toujours à lui que revient le dernier mot. Enfin, c'est extrêmement hiérarchisé. Du coup, eh ben, on commence jamais par une réunion en salle. Tout de suite, terrain. Et là, en fait,
il y a des petits groupes qui commencent à se former, et puis il y en a un qui dit, ouais, tiens, là, je connaissais ce lieu parce que c'était l'endroit où on accueillait avant les gens. Ah, très bien. Alors, tiens, s'il vous plaît, venez, quelqu'un a quelque chose à nous dire. Et ça permet de passer la parole à des gens qui ne la prennent jamais. Mais ça, il faut être extrêmement à l'affût, du coup, de toutes les remarques. Et ça permet comme ça de faire tourner la parole et doucement de faire monter la connaissance intime qu'on peut avoir d'un site. Donc ce moment de reconnaissance suivi de cette analyse. Alors des fois, il y a des analyses un peu pointues. Par exemple, il y a des analyses géologiques au Crétacé inférieur, il y avait une migmatite à 5000 carrés. Enfin, alors là, ça y est, tout le monde est perdu, quoi. Donc nous, notre boulot, c'est dire ouais, mais ça veut dire que c'est du métamorphique, donc ça veut dire qu'il y avait une masse qui est montée, ça cuit d'un côté. Enfin, et d'un seul coup, cette connaissance qui est quand même un peu figée parfois, comme la géologie, la géomorphologie, on va la traduire à travers en fait des croquis, des blocs diagrammes et surtout un mouvement. Et c'est là que nous intéresse à ce moment d'analyse beaucoup plus finalement les dynamiques paysagères, les grandes dynamiques, que l'état figé d'une connaissance. Donc on va essayer de travailler les dynamiques. Et comme grande dynamique, on a quoi? On a les dynamiques géomorphologiques. Alors ça, c'est quand même le socle, le relief. Bien avant le bâti, le végétal et tout ça, le relief. C'est notre socle, c'est la charpente des paysages. Donc, essayez de lire le relief, mais pas le lire de façon figée, mais d'une façon dynamique. Comment ça s'est formé? C'est pour ça que la géomorphologie nous intéresse plus que la géologie, qui elle est la vieille histoire de la Terre à l'intérieur. La géomorphologie, c'est l'histoire des formes du relief. Waouh! Et là, il nous parle de dynamique, dynamique éolienne, dynamique du ruissellement, dynamique des flux qui descendent, dynamique glaciaire. Et là, d'un seul coup, il y a toujours du mouvement. Et c'est là qu'on peut difficilement parler paysage sans se mettre en mouvement. Un volcan, par exemple, il monte, il pète. Et après, la lave s'écoule. Vous voyez, ces mouvements-là, si on arrive à saisir ces mouvements et à les mimer, c'est pour ça que les présentations se font jamais derrière un ordinateur comme ça, planqué. Ouais, alors, le paysage, c'est vivant. Non, ça marche pas, quoi. Là, il faut se libérer. Et c'est pour ça que, là, voilà, faire des cours de théâtre, se bouger, arriver à mimer. Moi, mes cours de géologie à Versailles, je fais faire des mimes géologiques. Et ça, c'est, voilà, parce que, en fait, les premiers cours que je faisais, au bout d'un moment, j'avais 3 étudiants qui étaient là parce qu'ils étaient gentils, et puis il y avait personne, quoi, et puis ils retenaient rien, quoi. Alors que dès qu'on commence à se dire, tiens, là, je vais commencer à mimer la bombe volcanique, mimer le fossé d'effondrement. Là, il faut... Et ces mouvements, en fait, ces dynamiques, nous mettent directement en relation avec le projet. C'est-à-dire que, enfin, on est des hommes de projet et des femmes de projet, hein, donc... et c'est vraiment le mouvement, si je prolonge comme ça, oui, le projet il est peut-être comme ça. Et cette façon finalement de bouger le projet est vraiment une... On est assez loin, vous voyez, du calque avec le trait. Non. Et alors quand on fait ça dehors, alors des fois, c'est vrai qu'on doit me prendre un peu pour un fou, parce que je suis en train de bouger, mais ça fait du bien en plus, ouais, ça détend. Et donc, il y a ces dynamiques géomorphologiques, il y a des dynamiques végétales, et elles sont extrêmement intéressantes. Enfin, on voit bien, et puis il y a toujours des dynamiques vraiment en progression, et puis des dynamiques en régression. C'est-à-dire une friche va commencer à monter et à s'élever, du coup, à passer d'une prairie à un ourlet, au fourré, ça va monter, des éléments de forêt qui vont venir. Ou alors en régression, d'un seul coup, paf, non, un agriculteur arrive et puis je rase une forêt. Enfin, et c'est toujours intéressant d'essayer de capter ce qui est en progression et en régression. Il y a des dynamiques régressives qui sont assez violentes. Hein. Quand on coupe pour faire passer la fibre, un bel aliment de bord de route, là, c'est une régression assez violente. Et là, voilà, là, on peut se dire qu'on a peut-être une mobilisation à avoir. En fait, on fait un métier
qui nécessite une mobilisation. C'est un métier militant, de toute façon, militant pour la beauté du monde et militant pour la transition écologique. Ça. Les dynamiques, c'est aussi les dynamiques urbaines, bien sûr. Alors celle-là, jusqu'alors, on était vraiment dans l'épanchement. Avec l'effet popcorn, vous voyez, quand on regarde des cartes, donc là, 12e, 16e, 17e, ça bouge pas trop, puis on arrive, et puis d'un seul coup, 1950, 1960, popcorn. Et là, d'un seul coup, étalement urbain. Grosse tache rouge. Ah ouais. Alors ça, voilà, ça c'est une dynamique qu'on essaye de traduire. Parce que voir le mouvement est un enjeu extrêmement important. On essaye de donner à voir le mouvement. C'est pour ça qu'on travaille aussi par des petits bouts de film. C'est vrai que le travail sur l'ordinateur avec une succession d'étapes. Et puis, il y a les étapes d'avant et puis il y a les étapes d'après. Et du coup, on sent bien que on s'inscrit dans une continuité. On n'est pas les premiers. Il y a bien des choses avant, il y a bien des étapes. Et ça, c'est aussi, ça nous rend humbles. La Pointe du Siège où on était, ça fait 30 ans que le conservatoire a acheté, a démoli les premières maisons. Là, on va reculer à nouveau un peu le stationnement. Et surtout avoir l'humilité de dire, on n'est pas les premiers. Il y a des gens qui bossent, les parcs naturels régionaux, les CAU, enfin, il y a des gens sur place qui vraiment sont là. Et parce que des fois, on a tendance peut-être à jouer trop les oraux, quoi, à se dire, ouais, je suis le plus fort et je monte. Non, là, inscrivons-nous dans cette continuité. Donc, sur ces dynamiques végétales, c'est vrai qu'en régression, il y a des choses un peu alarmantes, comme par exemple, alors c'est par chez moi, là en Limousin, j'habite un petit village de 15 habitants, là on est entouré de forêts, et là en ce moment, des coupes à blanc. Tout ça parce qu'il faut faire marcher la machine à granuler, qu'il faut des copeaux, et c'est absolument terrifiant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme prise? Pas grand-chose, hein, parce que réglementairement, ils ont le droit de couper. Donc là, on bascule sur un côté plus militant. On vient de créer une association qui achète des bois, qui essaye d'aller voir les propriétaires en disant ne vendez pas vos bois, c'est des voleurs. Il y a une autre façon de faire de la forêt. Moi, j'ai des bois, du coup, j'essaye de voir comment on peut avoir une forêt pérenne à prélèvement, c'est-à-dire vraiment, on laisse le couvert forestier, on enlève quelques arbres. Ça rapporte d'ailleurs plus d'argent au bout du compte qu'une grande coupe à blanc. Donc voilà, donc là, c'est finalement une façon d'aller vers le projet de paysage qui est plus, c'est la marge plus militante, mais qui est peut-être également nécessaire. J'ai l'impression de faire mon boulot de paysagiste en participant à cette mobilisation de cette association et en allant voir bientôt le préfet pour essayer de défendre le fait qu'il faut arrêter ces coupes à blanc. Bon, il y a un député même qui essaye de faire en sorte qu'on puisse pas couper plus d'un hectare. Voilà, donc on peut aussi agir assez loin, mais là il faut voir avec qui effectivement on travaille. Donc dynamique végétale, dynamique urbaine, ça on l'a vu, et les dynamiques urbaines, il nous arrive quand même quelque chose qui, même si les élus le prennent pas bien, c'est le ZAN, zéro artificialisation nette. Alors ça, c'est quand même pour nous un coup de respiration, quoi, parce que les nappes de pavillons qui s'étendent comme de l'huile, où les géomètres font des tablettes de chocolat, et une tablette ici, une tablette ici, vous voyez les parcelles, en écrasant absolument tout, parce qu'il faut faire propre avant, et en ne regardant rien, ni la trame bocagère qui pourrait accueillir avec beaucoup de subtilité l'urbanisation, le bâti. Non, là, il y a vraiment cette extension. Puis, quelle banalisation, quoi. Quand on a un bourg qui a vraiment des qualités, mais que tout autour, il y a cette collerette d'une banalité totale de pavillons, tous derrière leur étuyat. C'est quand même, hélas, des paysages qui nous sont proposés aujourd'hui. Là, avec le ZAN, il va falloir commencer à réfléchir. Ça, c'est bien, parce que quand on est libre, on peut étaler, c'est bon, la confiture, ça. Non, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de terrain, on peut espérer que la densification spatiale soit aussi une densification de l'esprit, et qu'on
qu'on travaille densément avec des urbanistes, avec des architectes, pour essayer de faire des vrais projets. Le problème, c'est que on n'a parfois pas assez prise sur ces projets. Ces projets, souvent, ils vont se résoudre quand il y a le document d'urbanisme, le PLU. Le PLUI, le plan local d'urbanisme, est souvent intercommunal. Et là, on se rend compte que ces PLU, les paysagistes qui travaillent là-dedans, ils vont avoir 20, 30, 40, 50 communes à faire. Et quand ils arrivent au projet, c'est-à-dire comment on va construire cet espace, ça fait déjà 10 ans ou 5 ans qu'ils sont sur le projet. Ils ont perdu beaucoup d'argent, ils sont épuisés, ils se sont engueulés avec les élus, et il n'y a plus l'énergie de faire le projet. Et les OAP, ces orientations d'aménagement et de paysage, en fait, sont souvent totalement catastrophiques. Parce que alors parfois, il n'y a ni architecte, ni paysagiste, ni urbaniste. Ça, c'est très très souvent, c'est des bureaux d'études un peu spécialisés dans le document d'urbanisme. Et c'est pourtant là que se joue le paysage de demain. Sur les petites villes pour demain, par exemple, si vous avez travaillé là-dessus, on se rend compte que les OAP sont aussi nuls qu'ailleurs, quoi. Donc, et là, alors, je raconte ça parce que je suis aussi paysagiste conseil de l'État. Ça, c'est une très très belle mission. Et je suis en DDT. Alors, j'ai très longtemps en DREAL, la Direction régionale de l'environnement, d'aménagement et de logement, là, donc pour suivre notamment les inspecteurs des sites sur les aménagements en sites classés. Mais là, j'étais dans ma zone de confort. Des sites, on va faire... Ouais. Là, le fait d'être en DDT, je me colte du photovoltaïque, de l'agrivoltaïsme, les éoliennes, du PLU, de l'ANRU. J'étais plus trop habitué parce que j'étais tellement bien dans mes sites. Et c'est vraiment intéressant. Et du coup, là, il y a vraiment un apport. Et je dois avouer quand même que les services de l'État font un sacré boulot, quoi. Voilà, il y a vraiment un travail motivé de la part de ces services, que ce soit les inspecteurs des sites, les architectes des bâtiments de France, mais que ce soit aussi le responsable d'urbanisme. Ils accompagnent les projets, ils essayent de les faire évoluer, et ils sont entre le règlement et le projet, puis on essaye de trouver quelque chose, et d'être à côté d'eux, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, voilà, cette mission paysagiste conseil de l'État, c'est pas pour vous demain, quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir 10-15 ans d'expérience en libéral pour après postuler pour être paysagiste conseil de l'État, mais c'est des missions extrêmement intéressantes. Toutes les DDT ont un architecte conseil de l'État et un paysagiste conseil de l'État. Et moi, depuis que là, parce que l'architecte est pas arrivé tout de suite, et depuis qu'il y a l'architecte conseil, on fait tous nos avis ensemble. Et c'est un vrai bonheur. Et là, on voit la complémentarité. Mais on a le même langage. Parce que Pierre Bernard, qui est donc un architecte qui est du Nord, a vraiment aussi cette recherche, cette attention au lieu. Et c'est un architecte qui prend le relief comme étant... Ça, là, on s'est vraiment retrouvé. Qui prend le relief comme la base. Et d'ailleurs, son premier réflexe sur tous les projets, c'est de faire une maquette. Avant un plan masse et tout, il monte la maquette. Mais une maquette d'une précision sur le relief absolue, quoi. Puis après, il vient mettre... et puis il fait bouger la maquette. Puis alors, c'est pas des petites maquettes, hein, c'est des maquettes qui sont à la fois des maquettes de travail, de conception, et des maquettes qui permettent la médiation. Ça, c'est vraiment formidable. Donc, on voit que là, après cette reconnaissance sensible, cette analyse, il va nous falloir passer à l'aménagement, au projet d'aménagement. Et bien souvent, ça va trop vite. Bien souvent, on dit, bon, là, on a fait 200 pages quand même d'écriture, on connaît bien le terrain, bon, maintenant on passe à l'aménagement, et ça, on laisse un peu de côté, puis maintenant, on fait un beau geste. Ça marche pas, quoi. Comment on nourrit le projet de tous ces éléments d'analyse, de toutes ces rencontres? Et là, il faut prendre un peu de temps. Il faut trouver le sens, la vision du projet, sans la dessiner, obligatoirement. C'est-à-dire que là aussi, on est souvent trop vite vers le projet. Mais moi aussi, quand je travaille avec un copain urbaniste dans le cadre d'une agence rurale d'urbanisme sur le plateau de Millevaches, petite agence, là, et puis on travaille pour des petits bourgs, il me dit, là, tu vas trop vite vers le projet.
Et puis quand on est avec les gens, on dit laisse les gens s'exprimer. On n'a pas encore saisi tous les enjeux. Donc comme on n'a pas tous les enjeux, on peut pas être tout de suite dans le projet. Donc on dit, bon, alors très bien. Donc mais qu'est-ce que je fais? Je dessine ce qui est, quoi. Alors c'est pas terrible parce que j'aimerais bien virer les poteaux et tout ça. Et puis bon, je me retrouve à avoir un projet, un croquis de l'état actuel, mais qui me permet de rentrer. Puis sur le croquis, bah oui, si on l'enlève, parce que on irait vraiment très très vite sur le projet. Et puis donc se dessine comme ça finalement, alors notamment sur les espaces naturels, un outil qui est quand même intéressant, alors qu'on a nommé le schéma d'intention paysagère. C'est un peu ce que les urbanistes font quand ils font un master plan. Sur le domaine urbain, les urbanistes sont habitués à faire ces schémas, à donner les grandes visions, les grands axes de composition, le sens du projet. Sur les espaces naturels ou les espaces ruraux, on a l'impression que c'est facile, donc on peut tout de suite passer au plan chantier avec le métré et le chiffrage. Et il nous manque souvent cette étape d'un schéma d'intention. Et le terme intention est important. C'est qu'en fait, on n'est pas dans un plan de décision. On est encore dans l'intention. Et des fois, on a version 3, 4, 15, 16, bon, alors on commence à fatiguer, 27, alors là, non, c'est vraiment trop, mais on voit évoluer. Et en fait, grâce à ça, je ne fais jamais de scénario. C'est-à-dire que les scénarios, et c'est dans pas mal d'appels d'offres, il y aura 3 scénarios. En fait, ça, c'est le meilleur moyen pour se retrouver avec le projet qu'on veut pas ou ne rien faire, parce qu'on ne sait pas choisir. Alors que si on se dit, bon, vu l'état, vu ce que j'ai ressenti, voilà, moi je vois le projet comme ça, donc avec, tiens, ce sentier il reste, le stationnement il se retire, là on peut démolir ce bâtiment, celui-là il a une valeur patrimoniale, il pourrait être gardé, mais peut-être mis en ruine. Enfin, on commence voilà, à voir les choses, et ça se met sur une photo aérienne et ça se cartographie. Donc on voit que il n'y a pas de dessin de projet, mais des intentions qui se cartographient sur un schéma. Alors, ça fait un moment que je tourne cette façon de faire, et pour le coup, j'ai le petit cadeau. Eh ben le conservatoire m'a demandé en fait, d'écrire un petit fascicule qui s'appelle le schéma d'intention paysagère. Parce que depuis 20 ans qu'on fait ça, la directrice, là, Agnès Vince, qui s'occupait des écoles d'archi avant, me dit, ben voilà, il y a un recueil d'expériences qui serait bon à faire pour pouvoir partager ça, le partager avec les chargés de mission, qui vont écrire les appels d'offres, qui vont permettre de recruter les maîtres d'œuvre, le partager avec les futurs maîtres d'œuvre, avec les gestionnaires. Et donc là, alors c'est téléchargeable sur le site du conservatoire. Vous pouvez le trouver. Et voilà, c'est pas une règle ou un document qui s'impose, absolument pas, mais ça donne un peu une idée, et comme depuis 25 ans ça marche, quoi. Qu'on arrive vraiment à ce stade-là de réflexion, ben voilà, du coup on l'a partagé, et sur le Cap Fred, vous le verrez dans le film, on est passé par ce schéma d'intention, qui a bougé d'ailleurs. Donc tout l'intérêt, c'est qu'il bouge. Et puis l'intérêt d'un schéma d'intention, c'est qu'on peut dire bon, demain on peut faire ça. Par exemple là sur la pointe du Siège, près de Caen, là où j'étais lundi, mardi et mercredi, on avait la présentation des premiers éléments du schéma d'intention. Il y a des cabanons qui sont en bord de mer. Des cabanons, alors pas terribles, les cabanons, puis alors des clôtures un peu crades, enfin. Mais le maire dit ça, c'est l'habitat populaire de bord de mer. À côté, il y a Bellanova avec les grosses résidences comme ça. Et ici, en fait, on a une occupation populaire qui est extrêmement intéressante. Et c'est vrai que quand on commence à regarder, il y a des façons de construire, de se mettre dans la dune, enfin, qui sont assez intéressantes. D'où le fait que c'est pas touchable. Simplement, on a fait un schéma d'intention 2035. Ok, là, c'est là. 2050, ils sont encore là. Mais alors, 2070, quand la mer sera montée, ils seront plus là. Et donc, ça permet comme ça, en ayant ce schéma d'intention à plusieurs temps, plusieurs pas de temps, d'annoncer des choses qui, inéluctablement, vont venir. Or, il y a à peine un mois,
la mairie a mis en vente des lots. Et des gens ont acheté. Donc si on leur dit ouais, mais de toute façon c'est promis à la démolition, ça va être un peu compliqué. Mais là on dit voilà 2070. On pense que ça sera avant, vu la montée des eaux qui s'annonce et vu l'état de la digue qui est devant. Mais le schéma d'intention est aussi une façon finalement d'anticiper l'avenir. Et aujourd'hui, avec les changements climatiques, la montée des eaux, de moins en moins de neige, enfin, on a des mutations qui sont tellement rapides qu'il nous faut aussi les prendre en compte dans le projet. C'est-à-dire qu'on n'a plus un projet fixe et fini. On a toujours des projets qui sont en mouvement. Et ce mouvement doit s'exprimer. Et on doit être très très souple. On doit avoir de l'adaptabilité. On doit pouvoir réagir et dire ok, le schéma d'intention, il y a l'étude BRGM là qui nous a montré que finalement ça va creuser là. Clac. Alors c'est des couches Photoshop, on bricole, après c'est monté sur Sage. Enfin, tout ça c'est des outils assez faciles et on a une capacité finalement à faire bouger le schéma. Et alors c'est incroyable comme c'est vraiment apprécié quand un maire dit là je suis sur un autre projet dans les Landes où on démolit un énorme complexe hélio-marin. Et donc on devait tout péter parce que la dune arrive. Et puis le maire dit non, moi je veux ma maison de la dune et je veux absolument que voilà, la maison du gardien soit là. On l'avait démolie, schéma d'intention d'après, V3, pof, la maison comme ça. Et à la réunion, vous m'avez écouté, je suis content, donc maintenant on peut commencer à travailler. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas figé sur une position, alors qu'on pense vraiment que cette maison, elle ne devrait pas être là. Mais voilà, on est dans des consensus. Le tout, pour nous, c'est que ça ne soit pas des consensus mous qui font des projets mous, mais que le projet garde vraiment de l'énergie et garde vraiment de l'audace, de la créativité. Tout ça, c'est pas faire des projets qui n'existent pas. Les projets existent réellement, quoi. Et ce sont de vrais projets de paysage. Et quand on bosse avec des architectes, des vrais projets d'urbanisme, d'architecture. Donc ce schéma d'intention là, c'est vraiment une clé. On le stabilise, au moins la phase opérationnelle qui vient. Les phases d'après, elles sont encore un peu floues. On ne sait pas si voilà, ce restaurant, je suis sur le plateau de Gergovie, il y a un restaurant qui est en bout à côté d'un très très beau musée qui est planté. On n'a qu'une envie, c'est que ce restaurant saute parce qu'on est obligé d'y aller en voiture, ça met le bazar partout. Ça, on ne sait pas encore, mais pour le moment, il est là. Donc on fait le projet avec. Et puis, une fois qu'on a ce schéma d'intention en main, à ce moment-là, là, on passe vraiment à la phase de l'aménagement. Donc vous voyez que la reconnaissance sensible, on a pris du temps. On a pris du temps pour discuter avec les gens qui nous ont appris des choses, que ce soit des habitants ou des experts. On a pris du temps pour stabiliser la vision du projet à travers un schéma d'intention. Là seulement, je commence à dessiner le projet d'aménagement. Et le projet, il commence dès le départ. Et souvent, on le réduit finalement à l'aménagement, au dessin de l'aménagement. Mais non, il est bien avant. Et quand bien même, souvent dans mes missions de conseil, je m'arrête au schéma d'intention, j'ai l'impression d'avoir fait du projet. Alors, beaucoup après qui reprennent en charge, parce que du coup, on écrit un appel d'offres, et puis là, après, il y a des paysagistes ou des architectes d'opération qui vont prendre le relais. Et alors, beaucoup, en fait, sont pas habitués à ça, et ont l'impression que tout ce qui s'est fait avant, ça n'existe pas. Alors que ça fait quand même 3 ans qu'on bosse avec l'inspecteur des sites, l'ABF, et là, ils mettent ça de côté, et puis, maintenant, on va vraiment commencer le projet. Ben non. Et là, quand j'ai ma mission de paysagiste conseil du conservatoire, le conservatoire me dit zut, là on a un maître d'œuvre, on a sans doute choisi le mauvais parce que il fait ce qu'il veut. Et donc là, ils me disent maintenant c'est à toi de jouer au méchant. Et donc là, on revient sur le terrain, on dit le schéma d'intention. Là, il y avait un cheminement, là vous faites comme ça et avec un belvédère. C'est pas dans le schéma d'intention, donc ça vous l'enlevez. Et là, voilà, parce qu'on y a déjà réfléchi. Alors, c'est des missions compliquées parce que le maître d'œuvre qui arrive, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont faites avant. Il y a un schéma d'intention. Il y a quand même de la créativité à mener un projet, mais il y a un respect, finalement, de ce qui s'est fait avant et on prolonge. Et là aussi, si des gens ont bossé avant vous sur un projet, respectez ce travail. On n'est pas les premiers, quoi. Et avec beaucoup de paysagistes, notamment là sur la Corse, on a 2 bureaux d'études paysagistes avec qui ça se passe incroyablement bien. Et le tuilage est indispensable. On va sur le terrain, au moins pendant une journée entière, où là on explique, tiens, comme ça. Et là, le paysagiste d'opération dit,
ouais, mais là, si on passe juste à gauche de ce rocher ici, là, on peut bénéficier d'un rocher qui est en surplomb. Ça peut être... Ah ouais, très bonne idée. Tiens, oui, là, on va essayer. Et là, on poursuit, on précise les choses. Et là, le relais se passe vraiment en douceur, quoi. Et c'est génial, quoi, parce que on a vraiment cette continuité. Certains, c'est pas leur truc de passer du temps avec l'inspecteur des sites, avec les élus, ils préfèrent vraiment être sur le chantier, ben voilà. Mais voilà, rendre fluide toutes ces étapes. Alors l'aménagement, lui, ben en fait, c'est là que alors la sobriété, elle est dès le départ. Quand on va se dire, ben, on vire le stationnement là, là il n'y a peut-être pas besoin de construire. Tiens, ici on va laisser le boisement qui est là, on va pas planter. Enfin, donc déjà dans le schéma d'intention, il y a par l'écoute du site, l'écoute des habitants, une attention aux choses. On est souvent du coup déjà un pas dans la sobriété. Mais alors au moment du chantier, là oui, là, il faut être extrêmement vigilant. Vigilant par exemple sur le fait que il n'y aura pas de plastique sur le chantier. Et c'est incroyable, comme aujourd'hui, enfin, je voyais, il y a encore des bâches plastiques sur lesquelles qui empêchent les soi-disant mauvaises herbes de pousser. Enfin, c'est une hérésie, quoi. Donc, faites attention dans vos cahiers des charges, même les protections des végétaux et tout ça. Essayez d'éviter le plastique qui va balancer des microplastiques, qui va faire dégueulasse au bout d'un moment parce que ça s'envole. Enfin, ça va donner une image absolument pitoyable. Il y a du BRF, quand on dit paillage, paille, on peut prendre de la vraie paille. C'est quand même pas mal la vraie paille, quoi. Et revenir à des choses, alors surtout si c'est l'agriculteur d'à côté qui l'a fait, quoi. Et là, filière courte, quoi. Donc là, par exemple, sur la pointe du siège, on va ouvrir une digue. Donc là, parce qu'elle commence à fuir, et donc la mer va rentrer. Grâce au lidar, donc vous voyez, hein, ces relevés qui permettent d'avoir le relief avec une précision incroyable sous la végétation, on sait exactement jusqu'où la mer va monter. Donc on sait que ce bois d'acacia, va falloir le couper. Bah, plutôt que de balancer ça au broyat et tout ça, on dit, oula, acacia, ouais, génial. Comme on a un stationnement à faire, ben, on va prendre les troncs, comme il faut les enfoncer un peu profond parce qu'on est sur du remblai, ben voilà, ça va être 2 mètres, on va les écorcer, enfin, on va. Dans mon cahier des charges, je mets l'entreprise devra couper, préparer, et donc on réemploie. Ben ça, c'est très bien, on n'a pas besoin d'acheter ces horribles rondins traités au sel métallique qui viennent de chez vous. Enfin, faites attention vraiment à chaque fois. Là, la digue va être enlevée. Elle fuit, et puis ça va permettre de regagner, c'est des mesures compensatoires en milieu naturel, de regagner sur une prairie où il y a très très peu de biodiversité, du présalé. Donc après, c'est des nurseries pour les poissons, les phoques vont pouvoir y aller, les oiseaux sont là. Donc on va gagner. Et donc cette vieille digue, en fait, en la regardant de près, elle est maçonnée en pierre. C'est de la pierre sèche, mais c'est des moellons de calcaire. Alors, il faut dire, près de Caen, c'est des bancs calcaires qui sont déjà très très lités. Et il suffit de les découper, c'est parfait. Mais ça, c'est de l'or. C'est-à-dire, d'un seul coup, je dis, mais oula, cette pierre-là, mais ça, il faut la récupérer. Donc ça veut dire que c'est pas une entreprise de terrassement qui va venir tout éventrer. C'est d'abord un murailler qui va venir prélever la pierre, qui va la mettre en stock et qui va reconstruire. Et du coup, le projet des affûts à phoques qu'on a identifiés, ben, ils vont être faits avec ces pierres. Et donc, on va avoir là... et alors, le maire de Ouistreham, en plus, j'ai appris après qu'il était prof d'histoire géo. Et quand il dit « Ouais, cette vieille digue, ouais, il faut en garder une mémoire et on va réemployer. » Parce que le réemploi, c'est vraiment une habitude qu'on a tout le temps en architecture. On est toujours à prélever un château forceur de carrière et puis d'un seul coup, on tombe sur des linteaux sculptés, sur une chaumière, enfin des choses assez étranges. On doit être les maîtres du réemploi et toujours identifier vraiment ce qui est, qu'est-ce que je peux faire avec. Par exemple, on sait qu'il y a des endroits où il ne va pas falloir que les gens aillent. S'ils sont sur le sommet de la digue, ils font envoler tous les oiseaux. Et tout le travail qu'on a fait pour faire revenir le milieu naturel, c'est foutu en l'air. Les phoques qui sont juste à côté, ils vont partir. Or, c'est un spectacle. Hein. Les gens viennent de très très loin voir ces phoques. Donc, il ne faut pas que quelques-uns, finalement, perturbent la perception et la découverte magique.
Je sais pas, vous avez déjà vu ces phoques, c'est incroyable. Là, il y avait la lunette, donc des gros pachas là, qui sont là, sur la vase, en train de nous regarder, enfin, dire, mais ils sont gentils. Alors, puis ils font pas grand-chose. Hein. On se dit, tiens, nous, on bouge beaucoup, hein, parce que eux, peut-être sur la vase. Puis d'un seul coup, il y en a un qui bâille, et alors là, une mâchoire comme un chien, quoi. On dit, ah oui, quand même, un peu... Et ce spectacle-là, il est incroyable. Quoi. Donc comment réussir à le faire partager par beaucoup de monde? Dans un lieu, il y avait des vieux sureaux, donc on se dit, tiens, si on garde les vieux sureaux, on taille un petit peu, on sera à l'ombre, un peu caché, un muret ici, et tout ça, je l'ai dessiné. Mais j'ai dessiné sur site. Le croquis permet d'aller vers du projet, une fois que l'intention générale est en place, et d'essayer. Et là, j'ai dit, monsieur le maire, vous voyez, ça pourrait... Ah ben, super, ouais, non, c'est ça, ouais, ça c'est vraiment intéressant. Mais là, on pourrait peut-être le retourner. Puis, des fois, les digues, il y a des grosses pierres, donc on pourrait peut-être... Et là, on commence à être dans du détail extrêmement intéressant. On est juste... C'est la valeur de l'esquisse. L'esquisse dessinée. Esquisse. Et croquer, hein, pas une esquisse AutoCAD bien loin de tout, où tout est plat, avec des lignes, c'est la mort, ça. Donc, baladez-vous avec votre carnet, hein, Alors moi, j'ai des séries de carnets comme ça qui se succèdent, et voilà, donc ça, c'est mon carnet de ces quelques jours. Donc, vous voyez, il y a quand même quelques croquis, là, qui se... Et à chaque fois, je fais des vraies phrases, hein, c'est-à-dire que c'est avec un verbe, avec un nom, enfin des adjectifs, hein, des vraies phrases, quoi. Enfin, voilà, donc j'essaye d'écrire français. Le phare à fière allure. Il est un peu perdu dans cette ambiance portuaire, parfois indécise. Le beau bâtiment en briques à proximité mériterait d'être un peu mis en valeur en supprimant là et le blocage éco. Donc vous voyez, je mélange déjà des intentions. Je suis pas missionné là-dessus, puisque les termes du conservatoire sont à côté. Mais ça, je sais que le maire va le lire un jour, quoi. Et puis, ces écritures-là, parce que ça, je l'ai scanné et balancé. Donc déjà mercredi, alors que le croquis était fait mardi, il était déjà en présentation. Ces croquis, tiens, vous pouvez faire circuler le... Je récupérerai bien après, parce que j'ai pas tout scanné. Et donc, en fait, cette écriture, elle est incroyable. Le fait que ça soit écrit à la main nous permet de dire des choses, parce que des fois on dit non mais là cette maison elle est vraiment, elle fait tâche quoi. Enfin, il faudrait absolument l'enlever. Enfin, et alors souvent on fait un exercice qui est extrêmement intéressant, c'est avec le pouce. Vous voyez le sorti là, vous voyez, juste ce petit chose sorti. Ben avec le pouce vous le cachez, puis vous dites tiens si je cache. Non mais allez-y. Vous voyez, c'est difficile hein, de faire bouger les gens. Hein. Mais si, monsieur le maire, regardez, vous serez pas ridicule en faisant ça comme ça. Et là, vous imaginez que c'est pas là. Et là, d'un seul coup, on voit gris. Regardez la porte rouge, très très belle dans la verticalité. Et d'un seul coup, on remet sortie. Et, ah ouais, ça pèse assez lourd. Hein, et on voit que des petites choses peuvent vraiment perturber en fait une harmonie générale. Et donc, on n'arrête pas de dire, eh oui, alors si je cassais ça, et puis là comme ça, et puis cette maison. Puis le maire dit, ah ouais, mais alors, c'est la maison du premier adjoint. Ah, non, mais voilà, c'était juste un exercice, enfin comme ça. Mais quand même, dans l'écriture, j'ai dit, cette maison. Enfin, et quand il dit, ah, non, mais ça, vous pouvez pas le dire. Oui, mais je l'ai écrit sous le coup de l'émotion, monsieur le maire, vous voyez, enfin, et donc, ça permet de faire passer des messages, parfois un peu rentre-dedans, par le fait que c'est écrit à la main. Sous le coup de l'émotion, j'ai fait ça, mais quand même, j'y crois. Donc, voilà, écrivez ce que la beauté des choses, la valeur des paysages et la façon dont on peut glisser doucement au projet, l'esprit des lieux. Par exemple, dans les grands sites de France, il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est que le ministère, il renvoie des dossiers en disant vous n'avez pas assez identifié ce qu'est l'esprit des lieux. C'est étonnant hein, dans ces grands sites. Et du coup, les gens disent ah putain, il va falloir pas travailler. C'est quoi l'esprit des dieux? Il va falloir revenir sur le terrain, discuter. Pour ça, je fais souvent des ateliers d'écriture. Alors ça marche très très bien, parce que on laisse les gens pendant un quart d'heure, 20 minutes, faut pas bien plus, en disant voilà, c'est quoi pour vous la valeur de ce paysage?
Puis je dis, mais surtout, il faut que ça soit un peu poétique, hein. Faut écrire un poème si vous voulez. Oh non, des poésies, j'en ai jamais écrit. Enfin, j'ai arrêté en primaire. Enfin. Et d'un seul coup, il y a des gens qui se lâchent. Et après, en fait, je ne fais jamais lire ce que les gens ont écrit, parce qu'ils n'ont pas, finalement, l'audace de pouvoir lire. Il y a une pudeur. Je vais pas dire, voilà. Donc, je ramasse et je redistribue. Et donc, les gens lisent quelque chose qu'ils n'ont pas écrit. Et il y a une espèce de lecture et d'écriture collective qui se fait et qui permet d'aller vraiment, des fois, chercher très très loin ce qui fait la valeur d'un site et l'esprit d'un lieu. Donc vous voyez, c'est ce genre d'atelier qu'il est extrêmement intéressant de faire, et ça on ne le fait qu'après une marche sur le terrain, un repas partagé ensemble où tout le monde a amené sa tarte à l'ortie, ses fraises du gai jardin, enfin c'est des moments incroyables d'échange, et il se passe quelque chose. Et là, on profite de ces moments qui sont assez jubilatoires. Enfin, j'adore être comme ça, enfin, dans la salle des fêtes ou dehors. C'est des moments qui sont très forts. Et ces moments-là, on va les reproduire également pour aller à la recherche du projet. C'est-à-dire de plus en plus, en fait, on se balade avec de la rubalise, des cordes, des bottes de foin, et on dessine le projet sur place. On dit, bon, alors là, il y a, donc c'est à Perlevade, un petit village en Corrèze, une pente, et ça sert de stationnement pour les poids lourds. Donc, et c'est juste à côté du centre-bourg. Et il y a une demande pour avoir une extension d'un espace un peu plus plat pour jouer aux boules, pour le marché, pour la fête de la musique. Donc, il faut voilà, avoir l'endroit du mur. Donc je dis, on se tient la main, et puis on va faire le mur. Et puis là, on se déplace, non, oh non, c'était mieux là, oh, un petit peu plus comme ça. Enfin, des fois, c'est un peu long, hein, comme ça. Et là, alors là, je regarde autour, et puis vous voyez, là, il y a les murs sont en facettes, hein, ils sont toujours très rectilignes comme ça, et puis ils bougent et ils encadrent le vallon. Donc c'est assez beau d'avoir ce jeu de facettes. Donc j'étais très content de moi là. Donc, voilà, et derrière moi, d'un seul coup, il y a un pépé qui ne bougeait pas. Et là, j'ai ce mot malheureux, on se dit, monsieur, vous voyez bien que tout le monde est aligné, rentrez dans le rang. Je dis, mais ça, c'est ce que dit un instituteur à ses élèves, quoi. Et le pépé, il a 80 ans, et lui, il a dit, non. Alors là, on était tous comme ça, mais alors qu'est-ce qu'on fait, là dites-nous. Et lui, là, il était derrière, il dit, moi, je bouge pas, eux, là-bas, au coin, ils bougent pas, et puis vous venez, comme ça. Et d'un seul coup, on a fait un mur arrondi. Et tout le monde était vachement content parce que tout le monde se voyait. Ouais, coucou, ça va bien. Ah, tiens, t'étais là, je n'avais pas vu. Et là, d'un seul coup, on a construit ce mur arrondi. C'est peut-être un peu moins juste du point de vue, effectivement, de la morphologie urbaine, du carroyage cadastral, mais tellement intéressant parce que tout le monde y a participé et finalement, il est pas mal du tout. Donc, vous voyez que parfois, le faire ensemble et implanter ensemble a quelque chose d'intéressant. Des fois, alors on a toujours un parapluie, ou plusieurs parapluies, parce que quand il faut planter des arbres, on ouvre le parapluie, puis un peu plus à droite, à gauche. Alors des fois, un maire, là, pendant un quart d'heure, on l'amenait, on montait en haut. Bon, j'en ai marre. Ouais, mais on n'est pas tout à fait sûr. Enfin, et puis au bout d'un moment, ouais, c'est là. Toc, 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 comme ça, on a mangé. Là, on était déjà au pied de l'arbre. Et l'arbre a été planté à cet endroit-là. Parce qu'une vieille dame avait rapporté une vieille carte postale avec un arbre, et puis qu'il manquait cet arbre, et qu'à cet endroit-là, ça pouvait être un peu plus qu'un parking. C'était une place de village. Mais au départ, le maire avait dit, oui, mais il y a la poste, il y a l'ancienne école et la mairie, il me faut, moi, mes 15 places de voiture. Et qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai dit, très bien, on va mettre 15 voitures. Et donc on est venu. Elle dit, mais je vois bien que ça tient. Je dis, mais vas-y. Donc, et là, on a fait l'expérimentation de mettre 15 places. Oh, il y a des bagnoles partout. Ouais. Soit c'est un parking, soit c'est une place. Enfin, faut choisir. Donc on va laisser que 5 places. Donc là, à nouveau bordel. Voilà, comme ça, les gens qui sortent. Enfin, et 5 places, ah non, c'est quand même encore trop. Bon, allez, une place handicapée. Et puis là-haut, de toute façon, j'ai une parcelle qui est pas mal et peut-être que je pourrais acquérir, parce qu'elle est communale, mais voilà, il y avait une sortie qui était un peu compliquée.
Et en fait, on l'a fait là-haut et on a gagné la place. Vous arrivez en conseil municipal, ils ont déjà vu 36 trucs, il est 11h du soir, ils sont fatigués, et vous dites, il n'y aura pas de stationnement sur la place. Non mais ça va pas, non? Allez, bon, vous prenez pour qui? Donc ça veut dire que là, l'expérimentation sur le terrain, le temps qu'on prend, mais ça se prépare dans la démarche, quoi. Et aujourd'hui, si j'ai beaucoup de boulot, c'est parce que je propose ce type de démarche, qui sont de plus en plus appréciées par un grand nombre de maîtres d'ouvrage, qui attendent ça des paysagistes notamment, et des architectes et des urbanistes, enfin, cette participation active, et où on décrit, et c'est pour ça que là, il vous faut vraiment, à chaque fois, prendre vraiment soin de la description de votre note méthodologique. Comment vous allez travailler. Qu'on sente dans votre note méthodologique que vous allez travailler avec les gens, qu'il va y avoir des ateliers, que vous allez rester en résidence. Que ça, c'est vraiment le cœur du métier. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une énorme attente sur ce domaine. Voilà, donc le projet d'aménagement, donc on a vu... alors bien souvent, donc en fait, ce qui se passe dans ces projets, c'est qu'on travaille beaucoup en soustraction. On commence par enlever des choses. J'ai écrit là pour le collectif PAP, vous connaissez ce collectif Paysage après pétrole, un article là, qui s'appelle Le temps des soustractions heureuses, qui est voilà, où j'essaye de montrer qu'en fait que quand on arrive, ben on enlève. Alors qu'est-ce qu'on va enlever? Déjà les panneaux publicitaires. Ça c'est quand même la plaie du paysage, c'est une lèpre. Déjà la publicité c'est une propagande absolument honteuse parce qu'il fait que on est toujours frustré de ne pas avoir ce qui est en vente et donc du coup au lieu d'être dans l'instant présent, on se dit « Oh ben zut, je suis pas assez riche pour me payer ça. » Enfin, donc du coup, on est dans un état qui n'est pas du tout celui qu'on recherche en paysage, qui est plutôt celui de l'émerveillement, de l'inspiration, de la contemplation. Donc virer ces panneaux, c'est vraiment de salubrité publique. Il y a 1 million de panneaux publicitaires qui sont illégaux en France. Donc à un maire, commencez par ça. Règlement local de publicité, déjà, surtout que la compétence revient au maire maintenant. Donc là, on a... et là, pareil, hein, je cache le panneau, j'ai plus le but machin, mais j'ai le clocher et le vallon. D'un seul coup, tout change. Donc voilà, supprimer déjà ça. Mais plus que simplement le panneau publicitaire, il y a aussi tous ces espèces de petits panneaux d'interprétation. Vous voyez ces petits panneaux là qui nous disent ici coule la rivière. Oui, ça je vois bien. Ouais. Et puis il va passer un sanglier. Enfin voilà, parce que bon, j'attends toujours, il passe pas. Enfin, il y a un moment quand on est en paysage, on n'est pas là pour dans un cours d'histoire naturelle ou de géographie ou d'histoire. Laissons les gens tranquilles, quoi. La lecture fait marcher une partie du cerveau, l'hémisphère droit, qui obligatoirement prend la main sur l'hémisphère gauche du sensible. C'est-à-dire quand on lit, on est très intelligent, on est expert, on a l'impression d'apprendre plein de choses, mais on n'est plus du tout dans le sensible. Or, on a besoin réellement, surtout en ce moment, c'est un peu chahuté, la crise écologique, la biodiversité qui disparaît, l'Ukraine, Gaza, enfin, on s'en prend quand même un peu plein les dents, quoi. Donc, c'est ces moments où on va permettre à des gens de se promener, de souffler, d'avoir des sentiers où on se dit bonjour. C'est extrêmement important. Enfin, c'est là qu'on se dit que le paysage devrait être remboursé par la sécurité sociale. Enfin, là, c'est notre boulot, quoi. Faire du beau, faire du bien-être. Et là, on a vraiment une mission importante. Et pas obligatoirement du bling-bling avec les derniers Corten à la mode. Alors, le Corten, il y en a partout. Enfin, non mais il faut arrêter, quoi. Mais enfin, ça sera bien pour les archéologues parce qu'ils se diront ah oui, là entre 2010 et 2025, j'espère, on a la tranche Corten. C'était l'habitude qu'on avait comme ça. Bon après c'est passé de mode, donc comme ça. Voilà, donc essayez d'éviter les modes, les gabions par exemple. Oh non mais là faut arrêter, quoi. On enferme dans des cages des pierres qui ne demandent qu'une chose, c'est vivre libre, c'est-à-dire en pierre sèche. Donc arrêtez de les enfermer dans des cages. Et puis le métal, enfin si on veut essayer d'aller contre l'extractivisme qui quand même pose aujourd'hui à la planète des problèmes insolubles, ben, il ne faut plus utiliser ou le moins possible de métal. Si on prend un travail en pierre sèche, on a aujourd'hui
La pierre sèche qui a été labellisée UNESCO Patrimoine mondial. Waouh. On a aujourd'hui des muraillers qui sont formés et qui ont des qualifications, PQ3, PQ2. Donc on peut, dans nos cahiers des charges, mentionner la qualification professionnelle demandée pour des muraillers. Ils ont leur décennale, il n'y a pas longtemps. Hein. Et donc là, aujourd'hui, ça y est, on a... Alors le problème des muraillers, c'est que souvent, c'est des mecs un peu en live. Alors, quand on leur dit, il faudra mettre votre facture sur Chorus, ah non, non, mais ça, je sais pas faire. Hein. Ça, c'est... Enfin... Donc on est obligé de les accompagner un petit peu pour qu'ils répondent à des appels d'offres, parce qu'ils sont en train de répondre à des appels d'offres, enfin, même pas des appels d'offres, à des commandes privées, mais il faut arriver à les capter aussi sur la commande publique. Ça, c'est important. D'ailleurs, à propos de commandes privées et commandes publiques, dès le départ, moi, j'ai choisi de ne jamais faire de commandes privées. En fait, ça m'intéresse pas. Le paysage est tellement un lieu de partage, un lieu où on doit travailler sur l'espace public, sur des lieux qui soient accessibles gratuitement et pour tous, que travailler pour quelqu'un qui a plein de fric dans son jardin, pour moi, c'est pas du paysage. Je fais une grosse différence entre jardin et paysage, d'ailleurs. Pour moi, le jardin, pas du tout le paysage. Et j'ai pas du tout l'impression de jardiner. Je suis beaucoup plus du geste proche du geste paysan que du geste jardinier. Et alors, c'est bien parce que j'habite à la campagne, que j'ai de la famille agriculteur, que j'ai toujours travaillé la pierre sèche, que j'ai rentré les vaches. Enfin, tout ça me rapproche vraiment du pays. C'est d'ailleurs quand un maire, je lui dis alors les vélages se sont bien passés. Enfin, il y a enfin, si vous travaillez en milieu rural, il vous faut vous intéresser aussi à la vie des gens. Enfin, faites de la pierre sèche, ça détend. Hein. C'est génial, hein, parce que quand on est sur un mur de pierre sèche, on ne pense qu'à ça. On a beau avoir des trucs en retard et tout ça, non, là c'est quelle pierre je mets où, ma boutique, est-ce qu'elle va tenir, enfin, ça c'est extraordinaire. Donc, vous voyez, ces chantiers, en fait, essayent vraiment d'être dans la sobriété. Moi, ça fait 15 ans que j'ai rien planté. Je laisse pousser et je fais attention à ce qui est. Il y a une haie, il y a un petit chêne grand comme ça, on le balise, on met plein de tuteurs et pendant le chantier, on le garde. Génial, il va pousser tout seul. Et donc, en fait, on plante rien. Vous verrez, là, sur le film du Cap Fréhel, on décroute presque 1 hectare de bitume, 300 places de voitures, on enlève le bitume, et plutôt que de passer par l'ingénierie écologique, où on va mettre des petites bouts de bruyère en jauge, et puis après on va les faire passer avec des contrats de culture, des machins, il va falloir arroser, tout ça. En fait, on a mis du broyat, c'est-à-dire qu'on a broyé parce que de l'autre côté il fallait, et puis on a épandu tout ça. On a pris un peu de terre de surface, on l'a épandu à la banque de graines. Au bout de 3 ans, grand comme ça, avec des endroits où il y avait de la digitale, un peu de jonc ici, enfin une mosaïque s'est formée, mais jamais on pourrait faire mieux par nous-mêmes. Ce que j'ai juste fait, c'est que le sol du stationnement était bien sûr très horizontal. Et en fait, j'ai regardé, et puis des experts de la géologie m'ont dit, vous voyez, tu vois, ça c'est une pointe de grès rose, mais à la fin du tertiaire, en fait, il y a des fracturations et de la lave est montée. Et elle est montée dans des fractures parallèles les unes aux autres, avec à peu près 300 mètres, et on a des lames de lave qui montent, qui fait que, en fait, comme c'est plus dur, ça fait des vallons. Et en fait, et c'est légèrement de biais. Si il m'avait pas montré ça, en disant, vous voyez, sur la carte géologique, on voit bien les filons qui sont là, j'aurais jamais détecté, finalement, que l'architecture réelle du Cap Fréhel, c'est cette ondulation qui prend le cap légèrement de biais. Et quand j'ai eu à retravailler le modelé du stationnement, ben, j'ai repris le vallon qui devait exister avant le remblai, et ça sans que j'y prenne garde, en fait, ça a créé un effet intéressant, c'est que sur le chemin qui mène au phare, d'un seul coup, on voit la mer au fond du vallon avec une toute petite lame de mer. Magnifique. C'est un effet que j'avais pas du tout anticipé. Mais par le fait d'être assez précis sur justement ce modelé issu de la géologie, ben ça m'a fait inventer des choses. Je me suis permis de bouger de la terre ici parce qu'on était sur un remblai. Mais sinon, le sol, le relief, il faut le bouger le moins possible. Protéger le sol. C'est-à-dire ces projets où on s'amuse à faire des buts, des machins, enfin, ça c'est ringard, c'est passé, ça y est, c'est fini. On arrête ça. On fait attention au sol.
Le sol, c'est incroyable quand même. Enfin, j'ai des projets sur Mars, sur la planète Mars, là, mais en 2540, c'est un peu loin, mais où on essaye de construire du sol. Et c'est très compliqué. Il faut une ingénierie chimique pour avoir à la fois du vivant, enfin, alors le projet sur Mars, c'est le site, c'est Mars 2540 et c'est l'IMPA, l'Institut martien de la propriété artistique. Là, c'est une colonisation artistique martienne qui nous permet de dire, bah, finalement, il n'y a peut-être pas besoin d'aller sur Mars, mais ça nous apprend des choses pour être mieux sur Terre. Donc voilà, c'est des à côté de création artistique qui sont intéressants. Mais le sol, voilà. Donc garder le sol et surtout éviter les déblais et les remblais. Et surtout, quand vous avez à en faire, essayez d'être en somme nulle. C'est-à-dire exporter ce qui est polluant, c'est-à-dire du bitume, ben ça on l'enlève, puis souvent c'est réutilisé. Mais le reste, allez pas balancer ailleurs, parce que les entreprises, ben, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ben là, on me demande d'aller mettre ça, alors ben, j'achète un terrain, un vallon comme ça, et je le remplis. Et puis ça se fait vraiment souvent sans autorisation, c'est-à-dire que on fout en l'air des sites qui peuvent être intéressants par ces remblais. Donc essayez d'être vraiment en équilibre des blés remblés est vraiment quelque chose d'important, de toucher le moins possible au sol, et puis voilà, de laisser pousser. C'est bien de laisser pousser, voilà, d'avoir cette acuité du regard. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps. C'est-à-dire toutes les jeunes plantules, je sais si c'est un chêne, un frêne. Bon, le frêne il a les calaroses, donc on va peut-être pas lui donner trop d'espérance, mais donc on est vraiment très très à l'affût de ce qui est. Et le projet se monte vraiment avec cette attention aux choses. Voilà. Et puis sur le mobilier, bah faut le dessiner. Là, faut surtout pas sortir le catalogue. Donc là, zéro catalogue, quoi. On le dessine. Et là, le fait d'avoir toujours mon carnet, et puis de dire, tiens, ce banc, il est assez joli, donc du coup, je le dessine, mais je dessine avec comme ça. Et finalement, j'ai pris une habitude des assemblages, des épaisseurs. Là, ouais, 80 mm d'épaisseur, ça sera pas mal, avec un petit chanfrein d'1 centimètre. Là, je suis tout de suite dans ce niveau de détail parce que j'ai des centaines, des milliers de croquis de détails derrière, quoi. Donc, dessinez ces détails. Il y a un truc qui vous plaît, vous le dessinez, vous le relevez. Mais pas simplement l'objet, mais le contexte. C'est-à-dire l'ordinateur sur ce pupitre sur cette plateforme dans l'amphi. Enfin, toujours le contexte. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un truc qu'il faut vraiment, vraiment bannir c'est les images de référence. Ça, c'est vraiment la trappe-nigo, quoi. C'est les gens qui sont fainéants, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas assez intelligent pour imaginer ce que sera demain qu'il faille dire à un maire, voyez, à côté on a fait ça, on pourrait faire ça la même chose pour chez vous. Mais c'est jamais la même chose. Donc ces images de référence sont une abomination. Puis il y a des études que je vois quand je suis en DDE, en paysagiste conseil de l'État, là, on ne sait même plus si l'image qui est là, c'est l'existant, c'est une image informatique très bien faite, comme ça, c'est où, c'est un bazar. Dessinez, croquez, esquissez. Vous avez une idée, vous la dessinez. Vous avez un projet qui vous a plu, essayez de voir comment par le croquis vous pouvez l'adapter au lieu qui est là. Et là, vous serez dans le processus du projet. Mais pas les images de référence. Vous pouvez en avoir pour vous, mais voilà, il ne faut pas les montrer. Puis les références, généralement, c'est ce qui est autour. C'est dans le pays, le Cap Fréhel, là j'ai fait un mur. J'ai été relever des murs de la petite ville de Plévenon qui est à côté, où il y avait un biais, 10 cm là-haut. J'ai refait ce profil parce qu'il me plaisait. En plus, il y avait un biais défensif qui était de ce côté-là, comme on était sur un bâtiment qui a disparu quand ils ont fait le parking et quand les Allemands ont tout fait péter. J'ai pu reprendre ce tracé. L'ABF m'a dit, ouais, très bien, vraiment c'est intéressant, on peut y aller. Par contre, tu pourrais peut-être ne pas le refermer. Ah ouais, très bien. Et là, donc, le projet c'est précisé avec l'architecte des bâtiments de France. Donc, voilà, l'acuité vraiment à l'existant, créativité aussi, mais voilà, passer par le croquis et le dessin. Peut-être je vous propose, c'est qu'on peut regarder le film, puis après on passe aux questions, parce que vous en avez peut-être quelques-unes.
Le Cap Fréhel est un joyau. Un espace naturel de plusieurs dizaines d'hectares surplombant les côtes de la Manche à plus de 70 mètres de hauteur. D'ici, un panorama exceptionnel laisse deviner la baie de Saint-Malo, le fort Lalatte, la mer à perte de vue. Le site est d'intérêt majeur pour la conservation de centaines d'oiseaux marins qui trouvent refuge dans ces falaises de grès rose. Sa lande s'étend sur plus de 400 hectares préservés. C'est la plus vaste du littoral breton. En fait, pour faire un projet sur un site, il faut entrer en paysage. Il faut s'en imprégner. Et pour cette entrée, en fait, la clé, c'est le croquis. Ça m'aide vraiment à m'imprégner, à me poser, à prendre du temps. Le croquis, c'est pas une photo, ça. Il faut du temps. Et puis, il y a une curiosité des promeneurs et des visiteurs qui souvent viennent me voir, regardent le croquis. Et là, c'est l'échange. En fait, le croquis, comme un pointillisme, va prendre des ambiances, va nous permettre d'imaginer ce que le site pourrait être plus tard. Mais il y a un outil qui permet vraiment de rassembler l'ensemble de ces éléments de projet, c'est le schéma d'intention paysagère. Et à partir du moment où on a cette base, on peut réellement passer à la phase opérationnelle. Alain Frétet est paysagiste concepteur. Il a été choisi par le Conservatoire du littoral pour imaginer et mettre en œuvre le projet de protection et de valorisation du Cap Fréhel. Un chantier exemplaire au service de l'homme, de la nature et du territoire. La première fois que je suis venu sur le Cap Fréhel, il y avait du vent, il pleuvait et j'étais tout seul. Et là, j'étais vraiment confronté à une puissance des éléments. La mer était déchaînée. Après cette première impression, la découverte finalement d'aménagements un peu parasites. Le stationnement au pied du phare, un restaurant mal posé, des sentiers qui s'en vont un peu partout, du mobilier, des poubelles. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui dépréciait finalement la force du site. Avec plus d'1 million de visiteurs par an, le Cap Fréhel est le 3e site le plus fréquenté de l'Ouest français. Propriété du Conservatoire du littoral depuis 2015, il incarne à lui seul sa philosophie, acheter pour tous et pour toujours. Nous réparons les terrains que nous achetons dans une optique de les inscrire dans la stratégie nationale des aires protégées, qui est une stratégie qui vise à constituer un réseau cohérent au plan écologique et permettre ainsi aux territoires qui sont parfois fragilisés de retrouver une dynamique et une attractivité à la fois économique, culturelle, sociale et également sur le plan du bon état de leur milieu. Une première phase de travaux débute en 2015. Après son acquisition par le Conservatoire du littoral, l'ancien restaurant situé juste devant le rocher de la Fauconnière est en partie détruit.
le traitement de l'assainissement, de l'eau potable. On est sur du grès, on est sur de la roche, il n'y a pas de canalisation d'eau. Ce n'était pas possible de mettre aux normes le bâtiment. Et puis, il faut imaginer les gens qui viennent manger au restaurant, donc forcément, les voitures, des bus même. Hein. Enfin, c'est vrai qu'autour du restaurant, il y avait quasiment plus de végétation. On était sur la roche à nu, une énorme érosion. Bref, on a un restaurant qui tient par l'opération du Saint-Esprit. On va enlever une grosse partie. Il risque de basculer de la falaise, mais ça, c'est pas possible. Notre idée première, c'était de tout raser pour retrouver le site naturel. Et puis, au cours des discussions, on s'est aperçu qu'il y avait un attachement très fort des habitants à ce restaurant qui rappelait tout un tas d'événements et tout ça. Et puis, dans le projet, on a décidé finalement de maintenir le soubassement du restaurant et d'en faire un belvédère sur la réserve ornithologique du Cap. Et ça, c'était vraiment exceptionnel. En 2017, une deuxième phase de travaux est lancée. Elle consiste à restructurer la lande et à sécuriser les chemins de la pointe. On a une chance incroyable, c'est que les strates du grès font comme des marches d'escalier et on passe de l'une à l'autre sans avoir à beaucoup aménager le site. On a essayé aussi de faire en sorte que les sentiers soient doux au paysage, qu'ils caresse finalement les amples ondulations du paysage sans heurter, mais sans non plus heurter celui qui les emprunte. C'est-à-dire qu'il y avait certains cheminements qui étaient d'un seul coup extrêmement raides avec des emmarchements en bois. Enfin, ça, on les a abandonnés au profit de profils plus longs, mais plus doux. L'absence d'objets manufacturés, urbains, par la simplicité des matériaux, la pierre, le bois, point. Pas autre chose. On a, je pense, plus de chances encore de permettre cette émotion devant le paysage pour que chacun puisse, à un moment, se dire le Cap Fréhel, je ne l'ai pas simplement fait, je l'ai vécu. Une sobriété des aménagements appliqués aux méthodes d'intervention sur site. La revégétalisation du Cap Fréhel est menée sans plantation, ni arrosage, ni engrais. L'idée, ça a été de favoriser le retour des habitats naturels. Donc il y a ces petits monophyles qui ont été posés, qui sont assez discrets, qui permettent comme ça d'entourer les zones qui étaient mises à nu. On n'a pas ramené de la terre, on n'a pas semé du gazon, et on dit que là c'est gagné parce que la lande et la bruyère, elle fait déjà 30-35 cm, donc la nature a fait les choses toute seule. On l'a juste un peu aidé au démarrage en la laissant tranquille. S'ensuit le réaménagement de l'un des points de vue emblématiques du Cap Fréhel. Là, je suis en train de dessiner le site tel qu'il était avant l'aménagement. Et c'est pas du tout évident de se replonger finalement dans ce qu'était ce lieu, c'est-à-dire une terrasse autour de la Corne de Brume sans protection, des horribles grilles vraiment défensives qui empêchaient les gens de se rendre sur le coin de la Corne parce que c'est extrêmement dangereux, il y a un aplomb phénoménal. Des cairns construits partout, un sol extrêmement irrégulier, des pierres roulantes et puis un chemin pour y accéder taillé dans la roche. S'exprime alors tout le savoir-faire des entreprises locales. Pour rehausser le mur de soubassement et les murets, elles ont recours à la technique du déblai-remblai et réutilisent le grès rose, une roche spécifique au site. Comme ici, sur la Corne de Brume, et à d'autres endroits du projet. Aujourd'hui, on a l'impression que ces murets ont toujours existé, alors qu'en fait, ils ont été créés dans le projet. Et donc, on a pu faire à la fois quelque chose de très esthétique, et en même temps, on a pu incruster effectivement des gravures en fait, qui permettent aussi de suggérer en fait, les oiseaux, mais aussi ce qui se passe au large.
la ligne de fougère, en fait, a gardé la mémoire du parking. Ah oui. Quand on est en haut du D'en phare, haut, c'est très très net. on Ah lit ouais. complètement l'ancien L'angle alors que quand on est là, on le voit plus. L'angle droit est visible. Mais là, C'est une mémoire archéologique végétale. La végétation, elle n'a pas bougé. Il y a encore des travaux à mener sur les phares. On va travailler un petit escalier en pierre, en utilisant à la fois du granit blond et du granit gris. Et puis après, d'autres aménagements. Il y a toujours la gestion au quotidien, demande aussi toujours du travail, du suivi. Ça, c'est la commune de Plévenon qui intervient sur ces aspects-là. Donc en fait, voilà. On peut envisager aussi de réduire la largeur des voies. Bien sûr. L'usage ici ne nécessite pas. Honnêtement, si ça peut s'envisager. Ah oui, complètement. Intéressant. Tout reste ouvert et ça se fera au moment où, avec le phare. C'est vraiment Avec le concomitant projet. phare, avec le projet. En 2018, le projet de paysage du Cap Fréhel rentre dans sa phase la plus spectaculaire. Il s'agit de supprimer le parking installé au pied du phare, de le revégétaliser et de faire reculer le stationnement au niveau du parking communal. L'idée était justement de ne pas aller frontalement vers le phare, mais plutôt de faire le petit détour pour que l'effet de découverte du phare se fasse vraiment pleinement quand on est à pied et qu'on est vraiment dans l'expérience de visite, et non pas quand on est encore dans son véhicule avec la radio, avec des sensations complètement différentes. En 2019, la qualité du réaménagement mené sur site permet aux 5000 hectares répartis du Cap d'Erquy au Cap Fréhel d'être labellisés Grand Site de France. L'idée, c'est qu'à partir du Cap Fréhel, on puisse diffuser le visiteur sur l'ensemble du territoire pour justement qu'il n'y ait pas trop d'impact sur un seul site. Pour que le territoire aussi puisse bénéficier en fait de cette notoriété du grand site sur l'ensemble de l'année, notamment au niveau de ses activités économiques, notamment touristiques. En 2022, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires salue un projet alliant connaissance fine de l'environnement, ingénierie locale et participation citoyenne. Réalisé pour le compte du Conservatoire du Littoral et porté par Alain Frétet, le projet du Cap Fréhel est lauréat du Grand Prix national du paysage. Que le Grand Prix national du paysage soit attribué à un site naturel sur lequel l'aménagement se fait discret, se fait même invisible pour la plupart des gens qui le parcourent, c'est vraiment une grande première et c'est saluer tout le travail que peut faire le Conservatoire du Littoral depuis des années, que peut faire les grands sites de France. Et là, il y a vraiment une reconnaissance qui nous touche particulièrement. Si le paysage et les aménagements que l'on peut faire dans les sites du conservatoire peuvent amener ce bien-être, peuvent amener cette façon de retrouver une relation à l'autre et à la nature, on a peut-être participé au devenir de la planète, tout simplement. C'est vrai que ça a été un très très beau moment de chantier. On a eu la chance d'avoir des entreprises très à l'écoute, très motivées, mais aussi parce qu'on les a motivées dès le départ. C'était déjà dans le CCTP. Et voilà, quand on dit le chantier, c'est des fois dur, c'est de la guerre. Non, là, ça s'est vraiment bien passé, quoi. Donc, on comprend pourquoi on fait ce métier. Donc, vous avez sans doute des questions. Je pense que Caroline, tu as le micro à distribuer. Voilà. Donc, Qui est-ce qui lance Étienne. On va frapper un deuxième. Comme ça. Voilà. Oui.
Oui, c'est bon, on m'entend. D'abord, bonsoir. Je me posais la question de est-ce que vous aviez abandonné l'idée du projet en ville parce qu'avec ce que vous nous avez décrit, ce n'est pas faisable, ou est-ce vraiment la proximité avec la nature qui vous manquait? Et autrement dit, est-ce que cette sobriété que vous nous avez décrite, elle est vraiment applicable à la ville, dans le sens où aujourd'hui j'ai l'impression qu'en ville on a quand même de fortes pressions et des attendus des populations et des politiques. Donc est-ce que c'est faisable tout simplement en ville? Alors la première question, c'est vrai que j'adore me balader en pleine nature. Enfin voilà, c'est vrai que j'en ai besoin et grâce à ce métier, je suis même payé pour le faire. Donc pourquoi ne pas en profiter, quoi. Donc c'est vrai que je me suis orienté là-dessus. Puis j'ai une pratique naturaliste, notamment ornitho, qui fait qu'il y a souvent une complicité avec les chargés de mission, conservatoires. Donc voilà, c'est. La deuxième question, je pense qu'effectivement, les projets qui ont cette qualité de sobriété, de réemploi, ça existe. Il y a des architectes qui bossent extrêmement bien, avec notamment le fait de ne pas tout de suite aller vers la démolition pour reconstruire, mais profiter de ce qui est parfois, même si effectivement le résultat n'est pas obligatoirement aussi clinquant qu'un bâtiment neuf. Donc on a quand même des urbanistes et des architectes qui travaillent réellement cette sobriété. Après, sur l'espace public en ville, on peut avoir cette approche. L'utilisation de la friche aujourd'hui, donc Gilles Clément il en a beaucoup parlé, et quand même a fait des petits, donc voilà, pas tout mettre à plat, mais vraiment regarder ce qui est, laisser même le végétal. La nature et le végétal ont une capacité de résilience à occuper l'espace. Si on le laisse faire, des fois il suffit d'écrouter un morceau, laisser de la terre entre les pavés, ça vient pousser, on peut semer un peu. Il y a les incroyables comestibles qui également travaillent sur les plantes potagères. C'est vrai qu'on n'a pas parlé là de tout ce travail, alors surtout en milieu rural, sur le comestible. Jamais plus je plante, quand j'ai à planter, des végétaux qui ne produisent pas. Des haies, c'est des haies de framboisiers, des haies de mûriers, des fruitiers. Ça, du coup, les gens viennent récolter, discutent. Alors des fois, bien sûr, les pommes tombent sur les voitures parce que j'ai mis des fruitiers au-dessus des stationnements. Voilà, c'est pas très grave. Au moins, on est content à la sortie de l'école de pouvoir faire goûter la pomme aux gamins. Voilà. Donc je pense que oui, cette sobriété elle est possible et il y a des archives. Je pense à Philippe Madec avec la frugalité. Ce collectif sur la frugalité, il travaille vraiment dans ce sens. Donc c'est possible. Merci. D'autres questions? Ah, 2 questions là-bas. Bonsoir, moi je fais partie du groupe d'étudiants qui travaillent justement sur le territoire des Deux Caps et je suis pas mal intéressé justement par cette pression touristique comme vous avez présenté un peu dans le film et je voulais savoir de quelle manière et sous quel levier ou quels arguments on peut se permettre de faire reculer comme ça. Par exemple, vous avez fait reculer le stationnement, tous les aménagements vous les avez retravaillés, mais le stationnement vous l'avez fait reculer. Quels sont les leviers en fait qui permettent cette prise de décision réellement vis-à-vis de ça, hormis la beauté du paysage qui peut être défendue? C'est déjà énorme, la beauté du paysage. C'est même l'argument principal. Bien sûr, oui. C'est l'expérience de visite. Quand on dit aujourd'hui, vous garez près du phare. Vous ne voyez pas le phare parce que de toute façon, il est au-dessus de vous. Donc là, vous ne le voyez pas. Puis, de toute façon, il y a des voitures partout. Donc on n'a qu'une envie, c'est fuir le stationnement, tourner le dos au phare et vous n'avez pas vu le phare. Et donc là, on a emmené les élus en disant, mais regardez, si on planque le stationnement dans cette ancienne carrière, ce creux, qu'on ne voit pas le phare, ça c'est très important, ne pas voir l'objet du désir depuis la voiture. Parce que des fois, il y a des projets où on dit, il faut depuis le stationnement déjà tout découvrir. Non, pas du tout. C'est qu'un parking, puis il ne faut pas en faire un truc compliqué. Là, je vois sur le site de la Parade, c'est à Ajaccio, les sanguinaires. Et donc, il y a un projet, et c'est un projet qui a fait l'objet d'un concours. Catastrophe. Les concours, c'est souvent la catastrophe.
pour ça qu'à chaque fois que j'ai ma casquette de maîtrise d'ouvrage, j'essaye d'éviter les concours. Quand on travaille comme ça avec les gens, c'est complètement antinomique avec la notion de concours, où on va être dans des équipes séparées, tout le monde va se tirer la bourre, et puis un concours c'est désagréable parce qu'on peut le perdre. Alors que là, on est pris sur une note méthodologique, sur un chiffrage, et puis là, on commence à bosser et on fait monter le projet. Donc évitez les concours, et surtout si vous êtes du côté de la maîtrise d'ouvrage, en conseil, en CAUE, en parc, etc. Voilà, je pense que ça sera important d'éviter. Et donc, l'argument, c'est quand même cette expérience de visite. On va vivre ça. C'est aussi le fait qu'on amène tout le monde ici. Donc là, d'un seul coup, 1 million de visiteurs dans une petite poche. Je recule de 200 mètres. Je fais un sentier par là, un sentier par là et un sentier par là. Ça se diffuse. Donc, moins de pression. Donc, sur les habitats, sur l'expérience de visite, on est moins à la queue leu-leu. Ça marche. Et puis après, mais c'est vraiment la mise en valeur du monument lui-même qui a fonctionné. Et ça, alors, si je reviens à la parade, par exemple, le stationnement qui a été dessiné est un stationnement très esthétique. Ah, il est magnifique. En plan, c'est une aile d'oiseau. Mais à terre, c'est une catastrophe. Parce que y a une piste qui débouche sur, normalement, une espèce de barrière qui est tout le temps pétée. Donc, il y a des trucs à coller. Enfin, c'est-à-dire que le plan a été réfléchi, très bien réfléchi, mais pas du tout l'expérience. Donc là, à nous vraiment de travailler vraiment ce recul pour notamment la diffusion. Et puis, sur le Cap Fréhel, là, il y avait 70 panneaux, on les a comptés. Alors, il y avait des petits panneaux qui racontaient la lande, attention, marchez pas, attention, là, ça va être dangereux, etc. On les a tous enlevés. On a eu du mal vis-à-vis des services de sécurité parce qu'ils voulaient garder quand même. Et on en a mis qu'un à l'entrée, avec la perspective que j'ai dessinée, qui a été mise en couleur par le collègue donc scénographe avec qui j'ai travaillé, et un panneau. Et il est tout petit, il est haut comme ça, il fait 1m20 sur 80, et on l'a pas fait dépasser. Et tout le monde le prend en photo, puis après regarde sur le portable, il y a un QR code, enfin, ça marche. Donc, et le fait d'avoir reculé, et le stationnement est un stationnement aussi qui, à un moment, pouvait pas grossir. Alors comme c'est un stationnement payant, Madame le maire, à l'époque, voulait qu'il soit encore plus grand pour gagner encore plus d'argent. Puis à un moment, on a dit, non, là, si on le fait monter là, on va voir les voitures de partout, ou alors si on commence à creuser, ça nous fait des remblais, on est dans un modelé, 375 places, on ne peut pas aller plus loin. Et finalement, c'est une bonne jauge. Quand le stationnement est plein, eh ben les gens repartent et ils reviennent le lendemain. Et du coup, il n'y a pas non plus une surpopulation. Et donc, quand on parle de surfréquentation, c'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup dans les grands sites et au conservatoire. On régule, ça fait quand même, pour certains grands sites, 30 ans qu'ils bossent sur ces sujets, et on a plein de choses. Le réseau des grands sites de France, je vous invite à regarder les comptes rendus, enfin des colloques qui donnent chaque année. Il y a des articles remarquables, et là ils viennent de faire un colloque spécifique sur la surfréquentation. Et l'ouvrage du colloque est sorti. Il va être d'ailleurs, il va sortir cette semaine, je crois. Et donc ça, je vous invite à le regarder. Je crois qu'il y avait une question à côté. Bonsoir et merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question moi, qui concerne votre démarche. Vous êtes beaucoup en extérieur, vous amenez beaucoup les gens en extérieur aussi pour vraiment être sur le site et faire depuis le site. C'est une question qui est très terre à terre, mais vous faites comment quand il fait moche, quand on est au 3e mois de l'hiver, qu'il pleut tout le temps, que tout le monde en a marre? Comment vous arrivez à quand même avoir cette dynamique, à quand même vous sortir et être tout le temps dehors, à ramener les élus dehors alors qu'il fait un temps pas possible? Si c'est fixé dans un calendrier, que vous avez quelques jours sur place, oui. C'est pas toujours évident non plus. Non, ça Comment nous arrive. Joue avec ça? Des fois, on est vraiment mouillé, on a froid, mais après, la dernière fois, on s'est retrouvé dans une auberge avec un feu, c'était plutôt sympa. Enfin, donc, il y a des moments de convivialité qui peuvent être créés justement par on a affronté l'adversité ensemble. Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Voilà, c'est ça. Donc, après, dans les invitations, on dit aux gens,
chaussez-vous bien, vêtements de pluie, faites attention. Et puis on a toujours voilà, le plan B où on fera quand même un tour moins long que ce qui était prévu, la salle où on va pouvoir se réfugier, se mettre à l'abri. Donc voilà, il faut toujours effectivement bien avoir ça en tête. Écoute, jusqu'alors, il n'y a pas réellement de temps. Enfin, même quand j'ai bossé sur le ballon d'Alsace, on a eu une tempête de neige. C'est septembre, enfin un truc incroyable comme ça. On avait froid. Mais qu'est-ce que c'était beau, c'était fort. Enfin, c'est cette neige qui filait comme ça. On a l'impression d'être en Sibérie. D'ailleurs, il y a un endroit qui s'appelle la Petite Sibérie. Tu vois pourquoi ça s'appelle la Petite Sibérie? Je t'entends pas. Enfin, et là, on partage quelque chose qui est puissant parce que voilà, il y a eu de l'aventure. Enfin, et puis ces moments-là, ils restent vachement en tête. Hein. Quand il fait beau, tout est bien. Enfin, comme ça, bon, ça. Il y a Julien Gracq, je vous invite à lire Julien Gracq, c'est un écrivain incroyable. Il dit l'émotion et l'effort agissent sur la fatigue agit sur les émotions comme le fixateur sur l'épreuve photographique. C'est-à-dire, il faut vraiment un moment se fatiguer pour rester. Et ces moments-là, ils vont rester plus en temps. Et un maire, 5 ans après, vous vous souvenez là, quand il y avait la tempête de neige, hein, disons, on n'y est pas resté. Hein, enfin, voilà, ça crée des moments aussi de force. Hein. Bonsoir, merci. Donc vous dites ne pas adopter une attitude fixiste. En tout cas, le paysagiste ne doit pas être dans une position fixiste. En même temps, vous veillez à la sobriété des aménagements, à la conservation de paysages. Avez-vous des garde-fous face à une attitude d'image d'Épinal ou en tout cas quelque chose de passéiste? Avez-vous peur du passéisme comme c'est une question qui moi me travaille en tant qu'étudiant en paysage. Accepter aussi le temps qui passe et le temps présent notamment. Ben, quand d'un seul coup un site reçoit 1 million de visiteurs, il y a des gens partout, donc par leur présence même, on n'est pas du tout dans le passé, mais dans une fréquentation très contemporaine finalement. Après, le fait de travailler avec les gestionnaires va faire en sorte que le projet va s'adapter et va bouger. J'ai pas peur de l'image d'Épinal. Quand on présente des cartes postales ou quand on se balade, on partage souvent le moment où on dit « Waouh, ouais, c'est beau hein. ». Et ce moment-là, on peut continuer à le partager. Il y a des endroits de création contemporaine, il y a parfois, même par Bulan d'Art, des interventions qui peuvent se faire, mais laisser des sites à leur force et leur puissance naturelle. Pour moi, c'est pas du passéisme, c'est permettre à des gens de se ressourcer, de venir là, de s'inspirer, et on a besoin de ces lieux-là. Et puis de toute façon, la végétation, ça pousse, et là, on va toujours accompagner les gestionnaires en disant ouais, là, le roncier, peut-être on peut le repousser un peu, mais pas trop, parce que c'est intéressant. Tiens, là, il y a 2-3 sureaux et on est toujours dans une adaptation permanente. À un moment, il y a l'entreprise a coupé des ajoncs que je voulais garder. Bon, je me suis mal exprimé, quand je suis arrivé, tout était coupé, ce qui fait que depuis le sentier, on voyait le stationnement. Donc tout le monde s'est mis à couper. Plutôt que de dire on va mettre des ganivelles, on va les empêcher, parce que le projet avait décidé qu'il ferait le tour, ben non, j'ai recreusé un sentier, mis des marches en pierre, voilà, on s'adapte, quoi. Et cette adaptation fait que finalement, on sera jamais sur un truc absolument fixe et immuable. Mais après, le travail de scénographie, par exemple, peut être très contemporain. Là, vous avez vu des plaques donc, de béton couleur, donc de la couleur du grès. Bon, c'est un artiste qui a travaillé ça, on l'a fait ensemble. Voilà, une petite touche contemporaine qui vient. Dans la scénographie intérieure du phare, il va y avoir des éléments aussi nouveaux. On peut être aussi dans un aspect très contemporain dans l'accompagnement qui est fait des visites. Ça, c'est voilà, un site n'a pas obligatoirement à avoir une injonction d'un caractère neuf, contemporain de création. Enfin, je pense que la création, elle peut être ailleurs. Quand on fait des lieux d'inspiration, c'est aussi pour que la création contemporaine puisse s'inspirer de ces lieux-là.
ça fait des siècles que les gens s'inspirent, enfin, bon, notamment avec l'impressionnisme où on a découvert ces lieux-là. Permettons aux artistes actuels de bénéficier aussi de ces lieux-là. Et là, on travaille, le conservatoire travaille beaucoup avec cette dimension artistique, avec des ateliers de création, avec des artistes, enfin des résidences d'artistes. Ça, c'est quelque chose qui les intéresse énormément. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais bon, si tu es là demain, on pourra peut-être continuer la discussion, parce que c'est une vraie question qu'on peut se poser. Ouais. Bon, comme il est 20h, je ne sais pas si il y a encore quelques questions, mais je ne veux pas vous... Ça voyage. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question un peu technique, un peu précise. En fait, Bien près de ton micro, on t'entend pas. Avec toutes ces années de dessin, en fait, même nous, en tant qu'étudiants, on dessine énormément. Enfin, peut-être pas tous, mais voilà. Et je me demande, en fait, comment on peut essayer de remobiliser tous ces dessins qui, en fait, s'accumulent. Et est-ce que, finalement, parfois, vous avez offert des dessins à des mères? Est-ce que vous laissez des traces, en fait, de tous ces traits de crayon qui pourraient finir dans un placard, en fait, en la poussière, quoi. Alors moi, j'ai un atelier avec une étagère qui fait 10 mètres de long. Et il y a tous mes croquis, là. Donc j'ai 10 mètres de carnet. Et j'en ai encore un peu à faire. Donc je sais exactement. Donc c'est pas dans un placard. Puis voilà, mon atelier, c'est ça. Vous pouvez voir, il y a un film qui a été fait là, par la Fédération française du paysage, qui s'appelle Expérience de paysage, où on me voit dans cet atelier. Donc c'est en cause. Et puis, c'est vrai que ces croquis, je décide vraiment de ne jamais les vendre. Ils sont à disposition des élus et ça finit dans le journal communal. Et avec des choses assez étranges. Un coup, j'étais à Étretat et on était sur la falaise d'Amont. C'est juste en face l'Arche avec la chapelle. Et il y avait un énorme stationnement là-dessus. Et là, je fais un croquis qui ne représente plus le stationnement. C'est-à-dire que c'est un croquis de projet. Et le maire dit « Ah, il est beau votre croquis comme ça !» Et il me dit « Est-ce que je peux l'utiliser pour mes vœux de fin d'année ?» Je dis « Bah oui, mais très bien, comme ça. » Et donc, il a envoyé ses vœux avec le site sans le stationnement. Et en fait, il n'avait pas vraiment perçu qu'il n'y avait pas le stationnement. Mais après, il dit « Ah ben, non. » Et après, en fait, il s'en est fait le chantre et le stationnement est parti. Donc là, il y a eu un espèce de chose. Et puis, raconter le projet. Et donc, c'est ce qu'on fait avec ces carnets de mission. Donc là, j'en ai fait 5 ou 6. Et notamment, là, c'est celui sur le Cap Fréhel. Donc ça, je laisserai au centre de doc de l'école. Et en fait, là, c'est voilà, c'est tout le carnet avec ce qu'on a fait, comment ça... Parce qu'un projet comme ça, pendant 10 ans, c'est une aventure. Et donc, c'est comme un carnet de voyage, quoi. Voilà, donc c'est un voyage dans le projet, avec du avant, du après. Donc, mais tu as raison, valoriser par nos croquis, mais pas que, le travail qu'on fait et le rendre intelligible. C'est ce qu'on a fait par exemple sur la Pointe des Poulains, où on a vraiment reculé le stationnement, restauré, refait une maison qui raconte la vie de Sarah Bernard, puisqu'elle avait sa maison là-bas. Et donc c'est dans le phare qu'on a raconté l'histoire du projet. Donc il n'y a rien à l'extérieur, et le phare, il est ouvert le matin à 9h par le garde, fermé à 19h. Les gens peuvent y rentrer librement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, les collectivités comptent les sous et mettent un gardien là, ça ne serait pas possible. Donc, donc là, les vitres sont blindées, enfin, ça marche, il y a des maquettes, etc. Et là, on raconte le projet. Donc, c'est pour ça que ce moment où on se préoccupe de la médiation du projet, la médiation et notamment, moi j'ai beaucoup de boulot d'illustrateur, la perspective que vous avez vue, des tables d'orientation, et ça c'est assez reposant, parce qu'on n'est pas dans l'énergie du projet, où c'est quand même, il va falloir faire le certificat de paiement, l'entreprise n'a pas fait ça, mais elle ne veut pas faire ça ici, là il y a un imprévu, travaux supplémentaires, enfin, c'est quand même de la tension un projet, même si c'est jubilatoire, hein, c'est génial quand on est sur site, mais c'est quand même assez beau. Alors, quand on est devant une grande perspective à dessiner, là on pose, on revient sur le terrain, donc c'est des moments importants, donc pensez à ça parce que c'est aussi assez rémunérateur. Très concrètement, on vend 2000 € une perspective, ça complète bien.
Parce que voilà, l'important c'est de durer dans ce métier. C'est de l'exercer avec une grande variété. Je fais de la sculpture par exemple, et j'ai des contrats de sculpture sur des projets où là je taille le granit. Bon, plus de questions. Bah, écoutez, merci en tout cas de votre attention. Et puis peut-être à une prochaine. Et donc